partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Suivez Zone Technique ce lundi. Eh bien, 18h04, bienvenue sur Arabelle FM et bienvenue dans cette émission Zone Technique, l'émission qui replace l'entraîneur au centre du jeu, avec une thématique ce soir, sur quels critères sont recrutés les coachs dans le football amateur. Alors, avant de présenter nos invités, je voudrais vous présenter Julien de Noël. Enchanté. Voilà, qui va nous accompagner maintenant dans les futures émissions. Il est journaliste. Ton parcours, Julien? J'ai commencé à travailler il y a déjà quelques années. Donc là, c'est principalement dans la presse écrite, du côté de la Meuse, à Liège et Verviers. Je suis aussi un peu passé par Sport Foot Magazine. Et là, j'écris aussi pour Belga et pour de temps en temps le Vif. Voilà, parce que depuis quelques années, déjà participer au fameux numéro Zone Technique, notre magazine de la CEFF, qui est maintenant en version papier. À l'époque, c'était numérique. Et Julien avait collaboré, donc voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît. Bienvenue dans l'émission. Bien, merci. Voilà. Alors, avec nous ce soir, on a Henri Verians, entraîneur et actuel directeur technique du Stade Ouaremien, dans province de Liège. Bonsoir Henri. Ravi d'être ici. Voilà, quelques années de coaching quand même. Une trentaine. Voilà, une trentaine d'années, donc pas mal d'expérience. Alors, on a aussi Guy Hérion, qui est le président du club de Marlois, en province du Luxembourg, parce que souvent je me trompe et je place Marlois à Namur, mais voilà. Bonsoir Guy. Non, nous sommes bien en province du Luxembourg, et bonsoir tout le monde. Voilà, aussi plus de 30 ans de présidence. Presque 30 ans, dans un an, ce sera la 30e année. Voilà, donc vous en avez quand même recruté des coachs. Pas trop, j'en ai gardé un 8 ans, un autre 7 ans. Il y en a guère qui ont été débarqués. Beaucoup de confiance avec les coachs. Je défends beaucoup les coachs. Jusqu'à un moment donné, certains, ça n'a pas passé, mais pas trop, non. J'ai pas fait le compte, mais pas trop. Généralement, les résultats des équipes passent une certaine longévité, une stabilité. Donc voilà. Et puis aussi, on a Michel Moléon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, qui a en tant que joueur, entraîneur, directeur technique aussi à l'UR Namur, il n'y a pas très longtemps. Oui, voilà. Je suis resté très très longtemps autour de Namur, de toute façon, que ce soit comme joueur ou dans le staff technique. Mais oui, j'ai entraîné également en Meux et au Condrusien, donc entre autres. Donc voilà, oui, je suis dans le football depuis longtemps. Voilà. Donc on va essayer de voir avec vous un peu comment est-ce qu'on recrute les coachs, sur quels critères, quelle est la procédure que les clubs mettent en place, avoir votre expérience de président, directeur technique, entraîneur, voir un peu comment ça se passe. On parle beaucoup du football professionnel, de comment ça se passe à ce niveau-là, mais voilà, au niveau amateur, c'est pas toujours les mêmes moyens, et donc l'idée c'est de voir un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Je pense que voilà, le premier critère, c'est la connaissance du coach. Donc c'est avoir une connaissance que ce garçon est coach. C'est pas toujours évident. Je prends mon cas. Je n'étais pas entraîneur, j'ai pas passé le diplôme. Et c'est un ami qui était dans le staff de Meux qui m'a renseigné. Je n'étais pas demandeur, je me suis présenté, j'ai entraîné Meux. Donc voilà, ça s'est passé. Donc ça peut se passer comme ça, mais ça se passe également quand on a une certaine expérience, qu'on a un nom, qu'on a fait des résultats. Alors à ce moment-là, on est dans le métier, évidemment. C'est plus facile de trouver un club par la suite, surtout si on a fait des résultats. Je crois que c'est le cas de Monsieur Varians, que j'ai rencontré en tant que joueur, qui a entraîné pendant des années. Alors en D1, je sais que certains entraîneurs, tournent facilement. Bon, ils ont un bon manager, donc au niveau amateur, je crois que le management n'est pas là, mais c'est un petit peu le même système également. Quand on connaît la personne, on sait ce qu'elle est capable de faire, on en a entendu parler, et voilà, on peut recruter à ce moment-là. Je crois que c'est le cas de Monsieur Hérion cette année-ci avec mon ami Fred. Voilà. Et toi, Guy, comment est-ce que tu recrutais les coachs? Ça, c'est le plus compliqué. La première chose, c'est que on me renseigne un coach ou quoi, je parle avec, on donne des critères, on essaie de donner une philosophie du club au coach. Si le coach peut rentrer dans le canevas, dans ce qu'on pense, dans le mieux, dans le club, eh bien on peut envisager de partir et de faire quelques saisons ensemble. Ce que je regarde, le principal, c'est que la personne soit évidemment compétente, ça, c'est pour tout le monde je pense, qui ait des compétences tactiques, coach, de match. Surtout aussi, deuxième point, où je pousse beaucoup sur ça, c'est des coachs qui ont de la psychologie. Je dis toujours aux coachs,
les 11 qui sont sur le terrain sont heureux, les 5 qui sont sur le bord le sont déjà moins, mais les 4 qui sont dans la tribune ou quoi, ceux-là, il faut parler avec. Ne pas parler, c'est la pire des choses. Et je dis toujours, communiquer. Et toi, Henri, tu as 30 ans de coaching quand même. Est-ce que les critères auxquels tu as été engagé quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé ta carrière de coach, sont encore les mêmes il y a quelques années, puisque tu as encore coaché l'année passée Je pense que les critères sont, maintenant ou il y a 30 ans, sont un peu pareils. Il y a deux sortes d'entraîneurs à engager. Il y a le passionné et il y a un gars qui entraîne pour venir d'entraîner. Mais le passionné, on le voit tout de suite, c'est le gars qui vient discuter avec vous, qui ne parle pas finance, qui ne parle de rien, qui s'occupe des infrastructures, qui s'occupe de beaucoup de choses. Là, on sait déjà comment on part. Comme dirait très bien le président, il y a la manière et la façon dont il va aborder les joueurs, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On sait qu'entraîner, le plus important, la tactique, ben c'est sûr que c'est important, mais c'est la gestion d'un groupe. Et quand un entraîneur sait gérer un groupe, déjà par son boulot professionnel, on sait déjà où on part avec un entraîneur. Mais je répète que moi, la chose la plus importante dans la conversation que j'ai au départ avec, c'est la passion que je dois ressentir si cet entraîneur. C'est sûr que sinon, il ne me parle pas d'entraîner 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Si ça ne l'arrête pas, ben je suis sûr qu'on est déjà dans le bon. Maintenant, il y a les entraîneurs de jeunes, il y a les entraîneurs d'adultes. C'est encore un monde tout à fait différent. Maintenant, vous savez qu'on est dans la dure réalité des choses pour le moment. Avec le Covid, on sait que tous les clubs financièrement vont avoir des soucis. Donc, il y a des entraîneurs qui étaient engagés à avoir des bons prix, qui seront maintenant, s'ils n'ont pas la diminution, ne peut-être plus engagés non plus. Donc, il va falloir faire attention. Vous voyez quand même qu'en D1, les joueurs, on met des jeunes. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des problèmes financiers partout, dans tous les clubs. Mais voilà, moi, je vais parler de l'entraîneur qu'on a engagé à Warem l'année passée, qui est Steve Dessin, qui est un garçon qui a joué pendant, je vais dire, 25 ans. Il a joué en D1, il a joué en D1B, hein. Il a joué en D2, il joue à Armoire, il a joué à Visé comme capitaine, il a fait beaucoup de travail. Et ce qui était important, je sentais qu'il avait cette envie. Donc, il s'était inscrit au cours d'entraîneur. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ces fameux cours. Et il s'était inscrit, maintenant il est UFA, hein, il va être UFA. Et je crois que je sens chez lui une passion qui a nulle part. Et ce qui est bien, il a retransmis aux joueurs. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Comme disait le président tantôt, c'est une gestion de groupe. Et c'est là qu'on doit aller chercher le mec. Donc c'est pas l'entraîneur. Toi, c'est plus par rapport au leadership, alors. Exactement. Moi, il n'y a plus que ça qui compte. Regardez le respect que les joueurs ont en Anderlecht vis-à-vis d'un type comme compagnie. Il ne fait peut-être pas d'énormes résultats, mais on va le respecter encore. Parce que, justement, c'est un monsieur, quoi. Mais, je m'adresse à Michel aussi, mais est-ce que vous vous engagez parfois pour les bonnes raisons, pas pour les bons critères? Peut-être parce que, par copinage, par réseau, est-ce que parfois vous avez senti que, parce que vous aviez aussi un nom, à un moment donné, Il faut savoir se vendre, bien entendu, aussi. Quand on est reçu dans des clubs, chez le président, par exemple, on n'est pas seul. On a de la concurrence, on a 2-3 entraîneurs qui se présentent, et c'est à nous autres de bien débattre nos avantages et nos inconvénients aussi, mais être correct. Mais faut savoir le club où on va. Le club où on va, c'est d'abord, ils ont des antécédents, on sait bien comment ça marche, les entraîneurs se renseignent, parce qu'il n'y a pas que les clubs qui se renseignent vers l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui se renseigne aussi pour un club. Et c'est important, c'est la philosophie du club qui est importante. Si ça va avec l'entraîneur, mais c'est bien. Voilà. Michel, je pense que... C'est vrai qu'il y a des critères quand on vous engage. Moi, on est chaque fois venu me chercher parce qu'on connaît mon caractère. Je suis un gars fort engagé, passionné, mais fort engagé. Donc, je ne laisse pas passer beaucoup de choses. Et donc, on vient me chercher pour remettre une discipline. Certains clubs m'ont contacté pour ça, uniquement pour ça, j'ai refusé. Mais d'autres voulaient remettre les choses en place et insister là-dessus. En gardant, évidemment, ça c'est très important pour moi, une camaraderie et de l'amusement. Mais quand on travaille, et ça c'est un petit peu ma façon de faire. Et c'est vrai que j'étais engagé plusieurs fois pour
pour ces qualités-là. Donc les gens cherchent quelque chose, ils viennent vers un gars comme moi et pas vers un autre qui est peut-être un garçon plus tranquille, plus gentil, plus doux, moins excité entre guillemets. On a des gens en D1 qui courent sur la ligne, à Simeone qu'on a encore vu hier à l'Atlético Madrid. Mais moi je suis un peu comme ça, je suis un volcan et donc parfois on cherche ce genre d'entraîneur. Et d'autres cherchent un entraîneur plus calme parce que justement avant il y a eu un gars comme ça. Donc on compense par rapport à ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous êtes parfois, quand vous avez les discussions avec les coachs, avec les présidents en tant que coach, est-ce que vous avez parfois le sentiment que même après vous êtes renseigné, etc., que ça va pas aller, qu'il y a quelque chose dans la manière dont le président vous voit qui fait que ça ira pas, c'est pas... Je peux parler en premier. J'ai eu une expérience douloureuse il y a 2 ans d'ici. J'étais engagé au RFC. Oui, je ne parlerai pas de la personne parce que ça ne vaut pas la peine. On a fait toute la préparation du championnat depuis le mois de février-mars ensemble. Et dès le départ, après 1 mois ou 2, je me suis rendu compte que ça n'allait pas passer parce qu'il voulait s'immiscer dans le sportif, mais vraiment très fort. Et on a commencé la saison et après 2 matchs j'étais débarqué parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Donc moi je suis coach, je prends mes décisions et il peut me donner ses avis, moi je justifie mes décisions, mais il voulait aller au-delà de ça et donc après 2 matchs il a bien vu que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait et ce qu'il voulait faire et ça a été fini quoi. Donc on m'a dégagé quoi. Et ça se voyait pas dès les premières discussions Non, parce que c'est souvent tout beau au début. C'est comme un couple, c'est beau au début. Donc c'est la lune de miel. Et puis je lui ai amené aussi, parce qu'il n'avait pas de directeur sportif, je lui ai amené aussi des joueurs namurois, etc. Donc j'ai un peu formé l'équipe, etc. Donc il avait besoin de moi. Puis quand il n'a plus besoin de moi et qu'il voyait que ça n'allait pas comme il voulait, il a fallu qu'on change. Après 2 matchs nuls, donc c'était pas, on n'a pas pris des 4-0. Et toi, Henri, est-ce que tu as déjà senti Je vais dire que moi j'ai eu peut-être plus de chance, mais j'ai fait quand même pas mal de clubs. Et je veux dire, j'ai toujours bien passé avec les entraîneurs. Souvent, les autres entraîneurs me disent, t'as de la chance, tu tombes toujours sur un bon président. Non, c'est un peu comme on fait son président aussi. Vraiment, on a des conversations, on discute. On n'a pas toujours raison, et le président n'a pas toujours raison. Mais il faut essayer justement d'arriver à avoir une compréhension. Et c'est dans les discussions qu'on grandit. Ce n'est pas toujours dans ce qui va bien qu'on grandit. Donc, moi, je veux dire, j'ai eu la chance, c'est peut-être beaucoup de chance d'avoir des présidents remarquables. Et toi, Guy, de l'autre côté, est-ce que tu as senti à un moment donné que peut-être tu n'avais pas peut-être des bonnes motivations pour engager l'entraîneur et puis tu t'es rendu compte par après et tu t'es dit, tu as peut-être regretté? Je ne pense pas, non. Parce que c'était une question parfois financière. J'ai réussi déjà à sentir des fois que ça n'allait pas. Maintenant, il faut savoir que on n'est pas seul, on parle avec d'autres, on parle avec des piliers de l'équipe. Des fois, eux aussi vous disent, attention, il y a ça, et tu te tiens au garde, et tu ne prends pas la personne, tu sens qu'il y a des risques. Moi, dans mon club, les règles sont claires. Je le dis à chacun, le président préside, les coachs entraînent et les joueurs jouent. Chacun dans sa zone, et personne n'interfère dans l'autre. Je n'ai jamais été dire à un entraîneur, qu'est-ce que tu me fais là, à la mi-temps ou quoi, si jamais ça ne va pas. Ce sera plus de joueurs qui ne se battent pas, qui vont attraper peut-être en gueulade, que l'entraîneur. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Maintenant, le lundi, donner un coup de fil à l'entraîneur, on se téléphone, on se voit, ou avant l'entraînement le mardi, on se voit un quart d'heure, on débriefe légèrement de ce qu'il y a eu, mais jamais eu un problème. Je ne m'immisce pas dans le sportif. Je m'occupe de tout le reste. Ça, c'est l'idéal, ça. Ça, c'est l'idéal. Voilà, restez avec nous, faites une petite page de pub, et puis on revient pour la suite de notre émission. Arabelle, 106.8 FM à Bruxelles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allez, démarre! C'est décidé, je vais chez Vantac. Plus besoin de s'énerver. Garage Vantac s'occupe de votre voiture et met à votre disposition 35 ans d'expérience en mécanique générale et diagnostic électronique. Profitez dès maintenant d'un diagnostic hivernal gratuit et un entretien à moins 15%. Garage Vantac, rue Van der Linden 150 à 1030 Schaerbeek. Ou visitez notre site garagevantac.be. Vos émissions sportives sont de retour sur Arabelle FM. Vivez le sport avec le foot autrement. L'équipe de Steph, Zone Technique et 100% Sport. Vivez le sport avec Arabelle FM. Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer? Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce? Et vous souhaitez en obtenir un prix juste? Brickman est l'agence qu'il vous faut. Brickman est une agence immobilière connue et reconnue pour son professionnalisme et qui fait le pont entre votre bien immobilier et les candidats intéressés. Un agent Brickman se déplace chez vous pour une estimation gratuite de votre bien. Prenez rendez-vous en appelant au 02 219 19 96 ou via le site brickman.be. Brickman, le professionnel de la brique. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, nous sommes toujours dans notre émission Zone Technique, accompagnés de Julia de Noël, Guy Hérion, Henri Verians et Michel Moléon. Alors, on a un peu discuté de votre vécu, de votre manière dont vous avez recruté, dont vous avez été recruté en tant que coach. Mais est-ce qu'il y a une méthodologie de recrutement, en fait, au sein des clubs? Est-ce que on scoute les clubs? Est-ce qu'il y a un casting? Comment on procède? Mais d'abord, je pense que, moi je prends le club de Warham, moi je vais citer mon exemple. À côté, il y a beaucoup de petits clubs. Je pense qu'eux ont quelques soucis à avoir de temps en temps des entraîneurs. Nous autres qui sommes un peu plus gros, avec 26 équipes et tout ça, souvent il y a des propositions d'entraîneurs. Bon, et bien entendu, un coup de fil, je donne un petit coup de fil dans le club où il était avant, et c'est un petit peu comme ça que je travaille. Mais je n'ai jamais l'occasion d'aller voir après un entraîneur. Je ne fais pas mal en disant ça. Ils viennent à nous. Ils viennent à nous parce que l'infrastructure et tout ça, je pense. Tandis que je pense que les petits clubs ont 10 fois plus difficile que nous autres. C'est bien dommage, il faudrait que c'est... Maintenant, je parlerai un petit peu d'autre chose, qu'il faudra quand même un petit peu au niveau salaire des entraîneurs de jeunes, voir un peu ce qu'on devrait un peu arriver à valoriser. Voilà, on verra bien. Maintenant, je laisse Michel. Ouais, c'est vrai que pour les équipes de jeunes, c'est difficile de caster un entraîneur, à mon avis. Par contre, pour un entraîneur d'équipe première, si on le rencontre en cours de saison, c'est un petit peu comme un joueur. On l'a vu une fois, 2 fois, puis on peut dire on va aller le voir une autre fois. Les entraîneurs sont quand même souvent dans la presse aussi à ce niveau-là. Donc on connaît un peu leur caractère, leur façon de travailler. On a des échos, certainement par les joueurs qui se parlent entre eux. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Aller voir un entraîneur sur le bord du terrain et voir ce qu'il fait, ce n'est quand même jamais que
10e ou 15% de ce qu'il fait la semaine. Donc c'est très difficile d'aller se rendre à l'entraînement et de voir les entraînements qu'il donne. C'est plutôt du bouche à oreille en sachant, bah oui, celui-là il est très technique, celui-là il travaille plus sur le physique. Voilà, on apprend des choses par la bande, mais certainement pas en pouvant scouter directement. Je pense que les informations viennent à nous. Les joueurs parlent entre eux, et dans un vestiaire, automatiquement, ils viennent. Vous allez prendre cet entraîneur-là, il paraît qu'il fait ça, il paraît qu'il aime ça. Donc, voilà, on a des informations sans bouger. C'est ça qui est intéressant. C'est assez passif finalement. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, vous savez, je veux dire, on a changé d'entraîneur l'année passée. J'avais 15 CV qui étaient apparus sur le bureau pour venir avoir. C'est principalement sur CV. Enfin, aussi par, des CV, par la bouche à oreille. Peut-être qu'on prend son téléphone, on sonne au club précédent ou à d'autres trucs. Mais c'est principalement sur CV. Je crois que c'est vraiment ça, parce que justement, si je prends mon cas, je n'envoie jamais de CV. Donc, je suis resté 2-3 périodes de 3-4 ans sans entraîner. Voilà, donc c'est vrai que c'est une manière de travailler. Et pourquoi pas, mais moi, je ne le fais pas comme ça, mais je sais que certains entraîneurs le font et il n'y a pas de raison de ne pas le faire, évidemment, c'est clair. Et puis, bien entendu, on ne prend pas un entraîneur d'après le CV, on le rencontre. Puis, on revoit le CV, ça plaît un peu au départ, et alors on en rencontre une dizaine, et après, on fait on en regarde 3. Et bien entendu, comme dans tous les clubs, il y a un conseil d'administration qui aime bien être rentré dans les décisions aussi. Donc, on en parle, on fait rencontrer au conseil d'administration. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Et à ce moment-là, on fait un choix par après. Mais ce n'est moi qui suis directeur technique, c'est pas moi qui vais prendre la fonction de prendre l'entraîneur. C'est plutôt, c'est global. Tout le club, le conseil d'administration va décider. Voilà. Si bien entendu, je pousse un peu pour certains. Voilà. Quand vous avez le temps pour choisir votre coach, par exemple, une intersaison ou quoi, ça prend combien de temps pour recruter un coach, tout le processus? Faut que ça aille vite. Faut que ça aille toujours vite, parce que une équipe, un club sans coach, c'est pas évident, on sort un peu orphelin. Donc il faut que ça aille vite. Donc, allez, une semaine ou 15 jours. Mais c'est souvent la presse qui nous pousse un peu aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on se facilite les choses, peut-être avec les noms, avec des gens qui ont des noms? C'est peut-être plus facile parce que on se dit, ok, on se repose sur quelque chose de solide parce que c'est quand même quelqu'un qui a vécu ou pas. Mais il est sûr, mais comme les passe-droits, des gens qui téléphonent, écoute, c'est des amis, tu ne peux pas pousser celui-là, tu ne peux pas pousser. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, il faut essayer de rester le plus logique possible. Mais c'est vrai que on regarde quand même les antécédents. Si c'est un jeune entraîneur, c'est sûr que là on va voir. Si on va peut-être essayer, on va essayer le coup. Par contre, il y a des entraîneurs qui travaillent depuis, comme M. Monéon ici, qui travaillent depuis des années. On sait à qui on a affaire. Donc là, on prend moins de risques. Mais maintenant, à l'heure actuelle, je vous dirais, comme je l'ai dit très bien, avec le problème de Covid et avec les finances, on va devoir, tous les clubs, je prends des fois des choix avec des entraîneurs qui coûtent nettement moins cher. Donc il va falloir prendre certains risques. Et c'est pas plus moche. Ça va permettre de découvrir certains coachs. Exactement, et ça va lancer les jeunes, un peu comme les jeunes joueurs maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans les divisions supérieures? On prend des jeunes joueurs parce qu'on ne sait pas faire autrement. On se rend compte qu'on a des jeunes, en fait. Voilà. Et c'est important, et les entraîneurs, ça va être pareil. Donc il y a des jeunes entraîneurs. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Je vous parle, moi, de la D2. Souvent, c'est la chaise musicale. Qu'est-ce qu'on fait? Un entraîneur part de là. Regardez la D1, à Courtrai, Van der Raag a quitté Courtrai, le lendemain, il signe au CS de Bruges. Donc, c'est un peu pareil dans nos séries. Mais là, c'est peut-être différent, peut-être au moment de la saison. Pour préparer la saison, est-ce qu'on prend, je le disais, mais tu disais en une semaine, pour préparer la saison, est-ce qu'on prend plus de temps? Maintenant, c'est sûr, quand on est à mi-saison, parce que l'entraîneur s'en va ou parce qu'on a limogé l'entraîneur et qu'on doit remplacer l'entraîneur, c'est vrai qu'un gars comme Van der Raag, c'est une valeur sûre, tu le disais. C'est une valeur sûre. Mais au début de saison aussi, c'est toujours... Et qu'est-ce qu'on a comme tendance? On se dit, à un moment, il faut faire des joueurs au plus vite. Et si on fait des joueurs au plus vite, on n'a pas d'entraîneur. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher l'entraîneur le plus vite. Et on va rassurer tout le monde. C'est toujours le même problème, il faut que ça aille vite. Vous êtes d'accord? Oui. Les joueurs attendent un président. Qui va être entraîneur? Je ne sais pas, on est en train de regarder. Mais on va attendre un petit peu. Toi, tu es plus dans l'attente, d'attendre que de te précipiter? Moi, j'essaie de régler le problème de l'entraîneur qu'on vient de faire cette année ici à Marlois. C'est même pas... Aller coacher, ça n'existe pas pour moi. Je n'ai jamais été voir un entraîneur quelque part, c'est du bouche à oreille.
on me parle d'un entraîneur, tiens, président, celui-là fait du beau boulot là-bas, et il va avoir fini, il y a 4 ans qu'il est là, il arrête, il veut un autre challenge, ben, on donne un coup de fil, on se voit, on voit si les critères que nous, on veut, s'il peut y répondre, et si jamais ça semble bien s'emboîter, ben, on s'arrange pour qu'il entraîne l'équipe. On en parle, moi je vais le dire comme, pas avec mon conseil d'administration, c'est moi qui le fais, mais j'en parle avec des joueurs du club chevronné. J'ai 4-5 leaders pour qui je peux poser des questions. C'est pas dangereux, ça? Ça peut être dangereux. J'ai fait il y a 2 ans un entraîneur suite au bon message des joueurs. Il a fallu qu'on se sépare l'année passée. Ça peut arriver, mais on ne sait pas faire des omelettes sans casser des œufs dans la vie. Hein. Il y a des risques. C'est pas violent. C'est pas, on trouve un autre. Ça tourne, c'est les chaises qui tournent. Hein. Souvent, on a eu un entraîneur Paul Lehmans pendant 2 ans en junior, 8 ans en première. J'ai eu Remy Horry pendant 7 ans. Jamais le moindre problème, jamais le moindre mot avec. Et Remy avait été entraîneur, je ne saurais même pas dire, il a été entraîneur ou avant Marlon, je ne saurais pas le dire. Peu importe. Mais je connaissais un peu Remy Horry au niveau personnage, et je me dis, ça peut botter. On se met à table, on discute, je donne les critères. Si jamais il me dit, moi, les joueurs, je mets mes 11 sur le terrain, et les autres, ils n'ont qu'à de savoir qu'ils ne sont pas sur le terrain, moi, j'ai déjà fait la conversation. Est-ce que c'est seulement le président qui doit choisir le coach? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir le manager sportif, par exemple, le directeur technique du club? Est-ce que parfois, tous les présidents de club sont capables de choisir un coach? Moi, je crois que le boulot du directeur sportif, justement, c'est de faire comme Henri a dit tout à l'heure, c'est d'amener 2-3 noms qui remplissent les critères des jeux au départ, avec évidemment, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y en a peut-être un qui va coûter 50% plus cher, et l'autre qui a fait des résultats de division en dessous. Et donc, à ce moment-là, ça peut être un comité restreint qui décide de prendre la décision. J'ai connu ça, moi, à Namur, il y a très très longtemps, quand c'était Armand Caïda qui était président. Ça travaillait comme ça. Donc, il fallait passer en conseil d'administration, proposer des candidatures, et là, on discutait des candidatures, et le directeur sportif défendait les cas et explicitait s'il y avait des questions par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Les clubs vont souvent chercher à l'extérieur, mais est-ce qu'on regarde souvent les solutions internes, voir l'entraîneur de la réserve, des U19, des U17? C'est ce que je pensais tout à l'heure, justement. Il y a 30 ans d'ici, régulièrement, un gars qui terminait sa carrière devenait entraîneur de son club. Ça arrivait quand même régulièrement. Ce sont des choses qu'on voit de moins en moins parce que le marché est ouvert. Avant, on était fort régional. Un gars qui quittait son club, ça n'arrivait pratiquement jamais. On jouait toute sa carrière là et on savait qu'après, ce gars-là, il a des prédispositions pour être entraîneur. Il sera entraîneur de l'équipe première. Il y a eu l'arrêt Bosman, donc qui a un peu cassé. Et voilà. Puis après, ça a un peu explosé. Effectivement, on va pas toujours voir en dessous. Maintenant, il y a quand même des garçons qui ont entraîné en équipe de jeunes et qui se sont retrouvés entraîneurs de l'équipe première, comme M. Irion l'a dit, avec Rémi par exemple. Pour répondre à votre question, je me remets sur 2-3 piliers, dont maintenant mon directeur sportif, Sam Lefebvre, qui s'occupe de tout ce qui est maintenant du sportif. Il encadre les coordinateurs des 11-11, 8-8-5-5, et là aussi, lui, il prend l'encre avec un ou l'autre, puis de ça, comme M. Vergence a dit, on a 5-6 postulants, puis il y en a 2-3 qu'on doit bouger parce que ça ne peut pas coller, et puis il en reste peut-être 2, et là il faut jongler pour trouver le meilleur. On peut encore se tromper peut-être, hein, mais je pense que le mieux dans un club, c'est d'être quand même un peu... Moi j'aime bien quand on est stable. J'aime pas l'instabilité que les entraîneurs foutent le camp tous les ans, ou sont virés tous les ans, c'est pas très bon. Et justement, tu anticipais une question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'on recrute pour un long terme? Généralement oui, mais moi je voulais dire, quand on prend généralement un entraîneur du club, le problème d'un entraîneur, c'est qu'il est trop ami avec certaines personnes. Quand je dis trop ami, avec des supporters. Donc à un moment, qu'est-ce que l'entraîneur a envie de faire? C'est de travailler dans la paix, dans le calme, et avoir ses avis et travailler avec son adjoint. Mais il y a des gens, si c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de poli, il va écouter tout le monde.
Et alors, dans sa tête, ça va tourner. Ça, c'est le désavantage de prendre quelqu'un de la maison. Puis, nul n'est prophète dans son pays, vous savez. Tandis que quand on vient de l'extérieur, il faut déjà que les joueurs apprennent à connaître l'entraîneur. C'est ça l'important. Parce que quand on connaît bien l'entraîneur, quand on connaît toutes les théories de l'entraîneur et tout ça, ça lasse. Ça lasse, c'est tout simple. Donc, à un moment, il faut réfléchir à tout ça. Le régional, est-ce que c'est bien de prendre un entraîneur régional? Oui, quelque part, parce que c'est un peu la même mentalité, mais de temps en temps, est-ce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un d'une autre région? Voilà, moi j'ai pris à 2 heures de Metz, qui est maintenant dans un club de DE1, qui a fait un travail extraordinaire au niveau professionnel. Mais par contre, au niveau mentalité, c'était pas ce qu'il fallait. On ne travaille pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière, et on ne voit pas les choses de la même manière. Mais par contre, comme entraîneur, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce choix-là, tout le monde avait été un peu surpris par ce choix-là. Exactement, mais j'avais voulu justement, avec le conseil d'administration, je dis toujours bien, on avait voulu changer quelque chose. Parce que je vous dis, c'est des chaises musicales, tout le temps. On reprend celui-là, on fait le tour. Ici, on était allé chercher quelqu'un du côté du Brabant et de Bruxelles, quoi, il est venu. Et il avait complètement des idées tout à fait différentes. Et c'est un peu, la capitale est un petit peu emmerdeur, je veux dire, c'est comme ça. Hein? Mais il nous a apporté un professionnalisme qu'on n'avait pas chez nous. Et on le regretta d'un côté, mais par contre, on était content de le voir partir parce qu'il y avait d'autres choses qui ne marchaient pas. Ça, c'était important. On parle beaucoup du choix de l'entraîneur, mais aussi le staff qui va avec. Parce que parfois, on se dit cet entraîneur-là, ça peut être vraiment l'homme qu'il faut. Puis quand on fait les discussions, on se rend compte qu'il veut amener son staff avec, alors que, je sais pas moi, l'entraîneur adjoint qu'on a déjà, l'entraîneur de gardien, ça convient bien. Et je vais vous dire une certaine chose, pour être un grand T1, il faut un grand T2. C'est tout simple. Et ça, il faut leur laisser les choix. Moi, tous les entraîneurs, ils choisissent leur staff. Parce que si à un moment, je prends la décision de choisir l'adjoint, on va dire, ouais, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, ils ont le droit de choisir. Mais je vous dis, ils doivent avoir une entente entre le T2 et le T1. Ça doit être remarquable. Ils doivent avoir les mêmes idées. Et des fois, ils doivent se disputer parce que c'est comme ça qu'ils grandissent. Ça, c'est mon avis, Michel. Oui, sauf que parfois on accepte des situations. Dans mon cas, quand j'ai entraîné à Profondville, par exemple, il y avait un T2 qui était là, que je connaissais, il est resté. On m'a posé la question, évidemment. J'ai dit, moi, j'ai aucun souci. Quand je suis allé au Condrusien, le T2 avait été choisi avant moi, parce qu'il a donné sa réponse beaucoup avant moi, et on m'a demandé, je ne le connaissais pas que très peu, et j'ai dit, ok, moi je travaille avec lui, moi, pas de problème. Donc on peut mettre ses desiderata, mais il faut aussi, surtout à ce niveau-là, un peu accepter les choses. Et quand un gars est dans un club depuis 2, 3, 4 saisons, il n'y a pas de raison de dire non, moi j'arrive, je prends mon équipe avec moi, on n'est pas Mourinho. Et quand c'était un T2, je veux dire, du club, c'est un peu mon avis, c'est un peu l'espion de l'empereur. Oui, c'est ça un peu le danger, d'avoir un peu, c'est parfois les présidents aiment bien avoir un peu un relais dans le vestiaire, que ce soit un joueur ou le T2. Donc est-ce qu'il n'y a pas une certaine méfiance parfois quand on... Vous regardez souvent en D1, je veux dire ça comme ça, ils sont 3, hein, il y a le gars du club, je parle de Florato Stodin, et on prend toujours un autre adjoint. Hein, je pense que c'est un peu tous les clubs comme ça. On garde quelqu'un du club pour voir ce qui se passe et surtout écouter, et puis par après, l'entraîneur travaille avec quelqu'un d'autre pour travailler son groupe. Ça, c'est mon avis. Mais est-ce que dans les budgets, est-ce qu'on parle de recrutement, est-ce que dans les budgets, tous les clubs amateurs ont un budget pour un T2? C'est pas forcément aussi, c'est une discussion. Je pense que maintenant, oui. Oui. Je pense que tout le monde a, même en provincial, je vais encore parler de mon cas quand je suis allé à Louis, j'ai dû trouver un entraîneur T2 et un entraîneur des gardiens pour un certain montant, je vais pas dévoiler le montant, mais il fallait que ça rentre dedans, et donc j'ai trouvé un gars qui était capable de faire T2 et entraîneur des gardiens. Et donc voilà, pendant l'entraînement, je lui disais va entraîner les gardiens. Moi, je prenais le groupe tout seul, un groupe de 24. Donc ouais, c'était pas évident, mais j'ai dû le faire. C'était ça ou rien, quoi. Donc clairement, on n'a pas toujours un T2. Quand j'ai primé au tout début, j'étais tout seul avec l'entraîneur des gardiens. Donc il n'y a pas de T2 à l'époque, la première année. Donc voilà, on fait avec. Il y a moyen. C'est pas toujours évident, mais il y a moyen. Ce sont pas les conditions idéales de travail, ça c'est sûr. Je pense que quand on nous demande du bon travail, on va essayer de se mettre en ordre avec nous. Si on demande à un moment d'avoir des diplômes, on doit demander d'avoir un T2. Moi, je crois que c'est toute une mouvance qu'il faut avoir. Il n'y a rien à faire. Il faut travailler correctement. Je pense, président, que vous n'allez pas partir sans T2. Non. Ben voilà, merci. On a engagé Fred Jacquemart cette année-ci, qui est dans le club depuis 2 mois. On lui a présenté notre T2.
En lui demandant, ils ont parlé ensemble. Il m'a dit, président, pas de problème, on part comme ça. On a cherché après un entraîneur d'équipeur que j'ai fait hier soir. C'est l'ancien du club qui avait quitté, qui avait 35 ans, qui arrête, qui revient comme entraîneur d'équipeur. Ça aussi, c'est pas mal d'avoir un entraîneur keeper. Il va s'occuper le mardi des 4 keepers, le keeper de D3, le keeper de P2, le U19, U17. Mais apparemment, Fred Jagmar est un bon choix. Si je vois le commentaire de Marco Casto qui dit excellent choix, Fred Jagmar. Marco Casto que le président de Marlois l'attend pour boire du blanc jus. Ben voilà, le message est lancé. Donc voilà, quand il y aura les troisième mi-temps, parce que ça nous manque un peu les troisième mi-temps. Le foot nous manque. Mais... Il s'en rappelle le Marco, je pense. Voilà, un petit clin d'œil. Est-ce que donc voilà, on a bien compris, mais que bon, il y a l'aspect financier, il y a l'expérience, le nom, mais est-ce qu'il y a quand même une recherche par rapport à une philosophie de club, de développer, d'intégrer un entraîneur qui correspond à la philosophie de club? Parce que ça, j'ai pas encore entendu parler pour l'instant. Mais avant, il y avait une philosophie de club quand les joueurs appartenaient au club. Mais maintenant, automatiquement, on change 3/4 d'équipe chaque saison, dans beaucoup de clubs. Donc, où est-ce qu'elle est, cette philosophie-là? Donc ça, c'est un frein. Ouais, je crois que ce sont souvent des objectifs plutôt que des philosophies. Donc, on est engagé en disant, ben voilà, on est en P1, dans les 3 ans, il faut être en national. Mais je ne suis pas certain que tous les clubs respectent leurs objectifs, parce que j'ai eu le cas où je suis monté de P1 en D3, et puis après, ben, on a arrêté le contrat. Voilà, il y a pas eu on m'a pas viré, mais on a arrêté le contrat, alors que l'année, on était passé un an au-dessus avant. Donc, je crois aussi qu'il y a certains clubs qui sont bien organisés. Quand on entend un président comme M. Rion qui est là depuis 30 ans, ben ça veut dire que ça marche. Je vois le club qui progresse. Il y a des clubs comme Warem ou d'autres qui sont très bien. Par contre, il y a des clubs aussi où les dirigeants passent et où leur philosophie change toutes les saisons, quoi, et même en cours de saison parfois. Donc, je crois que c'est pas facile pour l'entraîneur qui est en place à ce moment-là. Mais comme disait M. Verjans, lui, il recrute un entraîneur qui a de la passion, mais je crois que pour être président dans un club, il faut de la passion. Parce que si vous n'avez pas de la passion, si vous êtes de passage, vous arrêtez. Parce que je ne vois pas ce qu'on fait dans un club. Moi, dans mon village, je suis dans le village depuis toujours, évidemment. J'ai commencé à jouer un petit peu à l'âge de 14 ans, cadet à l'époque. Et on a 23 équipes, on est à peu près dans le même gabarit que Warem, à peu près, donc plus ou moins, hein, au départ, là, pour ce... Mais je pense que le travail... Je sais même plus ce que je veux dire. T'as oublié. Ouais, j'ai oublié ce que c'est pas grave, ça va revenir. Est-ce qu'il faut la passion? Non, voilà, je suis la passion. Voilà. Quand le président a la passion, c'est déjà très important. Il faut le transmettre aux entraîneurs qui doivent, eux, le transmettre aux joueurs. Et c'est comme ça, c'est ça que je dis, la philosophie du club, c'est avoir de la passion pour le club. Il y a de l'argent, il ne faut pas venir dire qu'il n'y a pas d'argent, il faut arrêter. Mais il y a de l'argent, mais moi, ce que je veux dans mon club, c'est qu'il y ait une organisation, il y a un entraîneur, un T1, il y a un T2, il y a un T1 et un T2 en P2, il y a l'entraîneur des 19 et tout. Il y a une philosophie, je ne veux pas que les joueurs entrent dans des vestiaires qui sont sales, il y a une structure, parce que si le joueur n'est pas bien encadré, bien entouré, et qu'il n'y a pas tous les éléments, le terrain bien tondu, de qualité ou d'intérêt synthétique, tout ça doit faire que les joueurs doivent se sentir bien. On n'a pas de problème pour l'instant, on tient la route, mais ça est fait par passion. Si tu n'as pas la passion, Voilà, le message est lancé au staff de l'année prochaine à Marlois. Les règles sont dites. Voilà. Restez avec nous, petite page de pub et on revient. Sur le site flyer.be, je commande tous mes imprimés. Moi, grâce à flyer.be, je booste mon image et je respecte les normes sanitaires grâce aux masques personnalisables, aux parois de protection, des tapis d'avertissement et bien plus. Ils impriment tout. L'Oreca, l'immobilier, l'événementiel. Flyer.be, franchement, la facilité, qualité, rapidité et surtout un service au top. Flyer.be, moi, j'ai beaucoup aimé. Nos clients nous font confiance depuis 15 ans. Commandez sur notre site flyer.be ou dans notre Flyer Store 62 chaussée d'Etterbeek à 1040 Bruxelles. Flyer, c'est mon imprimeur. En partenariat
partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, toujours dans l'émission Zone Technique avec Julia de Noël, Guy Hérion, Henri Verians et Michel Moléon, avec des débats assez passionné, voilà, on va dire, ce sera le mot de la soirée, c'est passionné. Je disais constructif, mais c'est vrai que c'est constructif, mais c'est aussi passionné. Voilà. Est-ce qu'on est moins regardant pour un entraîneur d'équipe B dans le recrutement? Non. Ou pas? Non, pourquoi? Parce que, moi, je pense qu'on a une D2, on a une P2, c'est le réservoir maintenant. Depuis maintenant, c'est le réservoir pour la D2 l'année prochaine. Si on sort un ou deux joueurs, des jeunes, parce qu'on va jouer avec des jeunes, ben voilà, donc on va faire autant attention à la coach ou qui, il y a 2 saisons, était peut-être abordable et maintenant. Vous savez, tant qu'on n'a pas dans les buvettes, le président pour le dire, on n'a pas la buvette, on n'a pas les spectateurs. Voilà, on a les cotisations, je crois, des joueurs. On va parler des jeunes, on a les cotisations. Mais est-ce que les parents vont accepter de leur payer l'année prochaine cotisation si on n'a pas cette année donné des entraînements? Donc je sais pas où on va, il y a personne qui sait où on va et on va un peu voir comment ça fonctionne. Maintenant, on va devoir tous se serrer les coudes parce que c'est pas facile. Je pense qu'on devrait encore changer les méthodes de transfert et des histoires comme ça. On devrait se rencontrer à une dizaine de clubs et discuter à un moment des barèmes pour certains joueurs. Comme certains entraîneurs, on parlait des entraîneurs, je trouve qu'en France, ils barémisent les entraîneurs. Mais on devrait faire la même chose en Belgique. On prend un entraîneur, on bat. Et tout le monde, on aurait beaucoup plus facile, et les clubs auraient beaucoup plus facile. Mais maintenant, il faut bien se dire aussi qu'il y a toujours certains présidents, surtout pas vos présidents, qui mettent toujours la barre trop haut et qui trichent. Donc, les grands mécènes qui voilà, l'argent fait tout. Donc, oui, c'est ça un peu le problème. On va biaiser, on met un système, et puis bon, l'esprit humain trouve toujours un peu la faille où on va biaiser le système. Exact. Voilà. Moi, c'est un peu mon avis maintenant. Mais est-ce que les coachs devront revoir leurs prétentions à la baisse, tu penses, pour l'année prochaine? Je pense ou pas? je pense. Même les joueurs. Certains joueurs, mais c'est pas facile. Nous sommes dans les périodes de transfert pour l'instant. Tout le monde parle qu'il faut revoir les prétentions à la baisse. Mais je peux vous dire que c'est pas évident. Et que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui oublient qu'il y a le Covid. Il y a des gens qui oublient qu'il va faire difficile. Il y a des gens des présidents qui vont compromettre et qui ne payeront pas. Il va y en avoir. Jusqu'à aujourd'hui, je peux me targuer de ne pas avoir un franc en route. Je ne dois pas un franc à personne. Fournisseur, joueur, entraîneur, personne. Mais je suis un dur en affaires, mais je ne promets pas les choses que je ne peux pas promettre, que je ne peux pas tenir. Je ne sais pas tenir un engagement. Un joueur qui me demande X, je dis non, ça n'ira pas. Donc Guy, tu nous dis ce soir que les prétentions même des joueurs ne sont pas à la baisse malgré la situation actuelle. Ils demandent toujours autant. Les joueurs demandent toujours autant, oui. Et le problème, c'est qu'il y a des présidents qui passent, des éphémères, et puis que 2 ans, 3 ans après, on abdique, et on capitule, on dit qu'on veut plus s'occuper du club, et puis on laisse le club à l'abandon, qui va se retrouver en P3. Ou en P2, puis en P3. Parce qu'on a poussé la barre trop haut, il y a des clubs qui n'arriveront pas. Nous, Marlois, on est pas mal placés. Marchand-Famenne, c'est quand même un beau centre, il y a moyen, mais on ne sera jamais en division 1 nationale, il faut bien se le dire. Déjà la D3, peut-être D2, peut-être, mais déjà se maintenir en D3, se consolider le club en D3, c'est déjà pas mal. Et encadrer beaucoup les jeunes, parce qu'on voudrait bien que dans les 3 ans, on voudrait bien avoir une 30% des joueurs du club en équipe première, et dans l'équipe de P2, on va essayer de la monter, de la placer en P1 si on peut. On voudrait bien qu'il y ait 70-80% de joueurs du club. Ça veut dire nos 19, 20 sont chez nous. Soit presque toute l'équipe à nous. Peut-être quelques renforts. Ça leur faudra toujours un tout petit peu. Ce que je dis, je n'ai pas dit qu'on allait le réussir, mais c'est l'objectif avec Sam Lefebvre qu'on se met pour les 3 ans qui viennent. Donc dans le recrutement des coachs, ça c'était un élément alors. Bien sûr. Voilà. Donc je parle de philosophie. Finalement, vous avez un plan et donc vous essayez d'avoir des entraîneurs qui correspondent à ce plan-là. Mais Sam Lefebvre a un plan. On parle beaucoup ensemble parce que c'est mon directeur sportif. Et son plan, on parle ensemble et on dit voilà le plan de Marlois. Et il en parle avec les joueurs. Il a eu réunion samedi avec tous les U19 pour expliquer le plan.
pour dire le plan pour la saison prochaine, ce qu'il va y avoir. Attendez-vous, préparez-vous, vous allez jouer, vous entraîner le jeudi avec l'équipe de P2. Le mardi, c'est la D3 avec la P2, qui s'entraînent les 4 entraîneurs ensemble. Le jeudi, la P2 et les 19, pour essayer que l'osmose prenne et que les 19 aillent en P2 et les meilleurs aillent en D3, évidemment. Hein. Ça, ça sera la plus belle des choses. Mais je pense que nous autres à Warham, il y a 2 joueurs chaque semaine de la P2 qui vont monter pour s'entraîner avec la D2 et 19 aussi. Maintenant, c'est un peu le truc, mais le mot d'ordre à Warham l'année prochaine, c'est pas compliqué. Tout le monde va être diminué de 20%. Joueurs, entraîneurs, tout le monde sera diminué. On ne sait pas faire autrement. Et si on veut être une famille, parce qu'on aime bien les grands mots dans le football, c'est une famille, tout le monde. Il n'y aura pas une exception près. Les entraîneurs de jeunes, ce sera ça, l'entraîneur, ce sera ça, et les joueurs, ce sera ça. Celui qui n'est pas d'accord, mais il va voir dans un autre club. C'est ce qu'on va faire, sinon on n'arrivera pas à serrer les deux bouts. Il n'y a rien à faire, vous allez y voir, je n'aime pas te parler comme ça, mais vous allez voir le nombre de clubs qui vont tomber. Président, je ne me raconte pas de Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, donc, à un moment, il faut qu'on arrive à serrer les coudes tous ensemble et essayer d'y arriver, parce que c'est facile. Regardez l'ADE, ils n'ont pas plus facile que nous autres. Hein. Ils ont des dettes partout. Hein. Donc, à un moment, il va falloir que ça, j'ai mon tort être positif, mais je veux dire, il faut voir la réalité des choses. Maintenant, on parle d'entraîneur, on parle de joueurs, on parle de tout. La réalité des choses, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent. C'est pas compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir un club qui a des installations communales, et tous les clubs n'ont pas des installations communales, quoi. Donc voilà. D'autant que vous parlez des rentrées buvettes et rentrées spectateurs, mais on parle sponsor. Moi, je suis dans le métier, je suis commercial en publicité. Le sponsoring, ça va être quelque chose qui va être diminué également. Donc, beaucoup font attention pour l'instant, et ceux peut-être qui sont les plus proches d'un club vont peut-être continuer à aider, mais certainement aussi avec une diminution de ce qu'ils donnaient par le passé, quoi. Donc, c'est assez important. À juste titre. C'est pour ça que d'un côté, le positif, c'est comme on parlait des jeunes entraîneurs, ça va être une aubaine pour eux. Ça va être une aubaine, on payera des entraîneurs, on rémunérera un peu des entraîneurs moins chers, mais qui auront leur chance. Et c'est peut-être là qu'on va faire des yeux comme ça, peut-être. Est-ce qu'on pourrait avoir des clubs qui se disent, bon, la philosophie, on va le mettre de côté, on va prendre un entraîneur qui nous amène des sponsors? Ça arrive. Mais bien sûr qu'il y en a sûr et certain. J'en ai pas à Marlois. Même des joueurs. Je pense que oui. Même des joueurs. Président, moi je voudrais bien ça, hein, président, je voudrais bien ça, et j'amène un sponsor avec. C'est pas le premier qui me pose cette question. Ça a question. toujours existé, hein. Non, pas dans tous les clubs évidemment, mais dans. Est-ce que ça va exister plus maintenant? Oui, c'est possible, je ne sais pas. Mais... Si le joueur demande en plus d'être absolument titulaire, c'est un problème pour l'entraîneur. Hein. Oui, l'idéal, c'est que ce soit pas un joueur. Si c'est un entraîneur qui amène de l'argent, ça, c'est pas dramatique, mais un joueur qui amène de l'argent, alors à ce moment-là, il y a quand même un levier qui devient difficile. Si exige, ils sont dans les 11, là, je vois pas comment l'équation, hein. L'entraîneur, il va le faire jouer, et les autres vont râler parce que ça parle meilleur. Il y aura meilleur à côté, peut-être. C'est clair. Le seul avantage qu'on va avoir le football, je veux dire une ville comme Warham, c'est que le basket va être dans le même cas, le volley va être dans le même cas, l'athlétisme va être dans le même cas, donc tout le monde va être dans le même cas. Donc on va tous se battre pour essayer d'avoir quelque chose. Il va falloir trouver des nouvelles idées. Hein. Parce que je pense qu'il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Si on débarque un peu pour le moment, ça va être des tournois, ça va être chic, mais on va en manger des tournois. Je sais bien, il faut trouver d'autres activités. Oui, parce que des tournois, il faut trouver des mains aussi, des bénévoles. Il faut les organiser, et puis quand le citron est pressé, il n'y a plus grand-chose qui coule. Hein. On ne sait quand même pas faire 4 tournois sur le mois. Hein. Non. Mais l'idée que tu as dit là, avec en France, je ne connaissais pas, sincèrement. La tarification des entraîneurs, ce serait rudement pas mal de tarifer et de voir un peu si ça donne des idées et on suit un tarif. Ce serait pas mal. Moi, là, ce que je fais, on donne une indemnité qui est à la prestation. Et si jamais le gars a des diplômes, il y a un bonus en fonction du diplôme qu'il a. Mais est-ce que dans cette optique-là, est-ce que et ça, je reste sur mon idée, et je voudrais remercier aussi tous les entraîneurs de jeunes qui actuellement parfois entraînent les gamins aussi bénévolement, parce qu'aujourd'hui les clubs
n'ont pas de rentrée, ils n'ont pas de charge non plus, mais ils n'ont pas de rentrée. Mais j'entends aussi à droite à gauche que par passion, on parlait de passion tout à l'heure, il y a beaucoup de coachs qui aujourd'hui entraînent pour rien finalement. Donc pour cette passion, pour les gamins. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner. Alors on va continuer sur les critères maintenant. Sur les critères dans lesquels vous engagez les coachs. On en a un peu parlé, on a un peu du finance et autres. Mais quel est pour vous peut-être le critère numéro 1 ? Quel est le premier critère sur lequel, pour l'engagement d'un coach ? À l'heure actuelle, si c'est un entraîneur de jeunes, je prends l'exemple, il faut qu'il ait suivi des cours. C'est important. Moi, je suis papa, j'ai un enfant. Quand je vais donner dans les mains d'un entraîneur mon fils, j'ai envie quand même qu'il ait suivi les cours parce qu'il y a une croissance à avoir. Et on pourrait casser une croissance parce que les charges peuvent être différentes et tout ça. Donc je pense que le premier critère, si on demande d'avoir un diplôme ici en Belgique, comme on demande dans tous les pays en Europe, il n'y a pas qu'en Belgique, on demande des diplômes. Si on le demande, on sait bien pourquoi. Je veux dire aussi, je reprends tantôt ce qu'on a dit, s'il faut rouler en voiture, il faut un permis. Vous pouvez me dire que vous savez rouler sans permis, il faut un permis. Eh bien, le football fera la même chose. Et il n'y a rien à faire. Le dialogue entre entraîneurs, c'est super important. C'est super. Donc, moi, je pense que d'abord, premier critère, le diplôme. Et pour une équipe première ? Oui, mais il faut le diplôme aussi parce que on est déjà moins catégorique là. Bonne question. Non, mais déjà la CFF, c'est amende si on n'a pas de diplôme et ils ont parfaitement raison. Il y a plusieurs années qu'ils demandent qu'on ait des diplômes. Et maintenant, quand on met les amendes, qu'est-ce que on tombe des nues. Non, il y a plusieurs années. Donc, c'est aussi important, il faut de l'expérience, il faut le diplôme, il faut beaucoup de choses pour être. C'est un peu différent que les jeunes. Mais souvent, c'est quand même pas mal si les entraîneurs pouvaient commencer par les jeunes pour apprendre et puis passer. C'est les entraîneurs qui ont réussi sont passés par les jeunes. Souvent, parce qu'il faut quand même avoir ressenti dans ses fibres ce que c'est d'entraîner. Si c'est pour avoir une équipe première, ce n'est pas la même réaction que des enfants. Et je trouve que si on commence par des jeunes, c'est le début. Et puis par après, on va voir les changements avec les adultes. Moi, c'est mon avis, Michel, c'est tout. Oui, voilà, c'est chacun son avis. Maintenant, moi, je crois que, je vais prendre l'exemple de Fred Jacquemart. Le gars, il a joué je ne sais combien de matchs en Division 1 et ensuite dans des divisions inférieures. Il est passé joueur-entraîneur à Bièvre. Je vois pas pourquoi il aurait dû aller entraîner des jeunes. Il a entraîné des jeunes, je crois. Il a entraîné un an en Namur, je crois quand même, au moment où il jouait pour dépanner. Mais c'est pas un passage obligé. Et le diplôme, oui, mais non également, parce que c'est pas une obligation. Il me semble que certaines personnes sont capables de faire des choses sans avoir de diplôme. Alors oui, l'État oblige d'avoir le permis pour rouler en voiture et la CFF et l'Union belge en général oblige. Oui, mais il y a d'autres métiers que les gens font très bien sans avoir d'obligation. Donc moi, je laisserai le libre cours. Mais pour revenir sur la question, pour moi, pour entraîner une équipe en national, il faut avoir une personnalité quand même. Donc ça pour moi, c'est essentiel. Qui est reconnu ou pas, qui s'affirme en arrivant ou pas. Mais allez, je prends un exemple, Marco Casto, c'est une personnalité, c'est un monsieur. Le gamin qui va s'amener dans son équipe, même un garçon qui joue depuis 10 ans en D2 ou D3 amateur, quand il va être devant Marco Casto, c'est Marco Casto, quoi. Il fait déjà peur au départ. Hein. Oui, mais c'est même pas qu'une question de peur, c'est physiquement, tu veux dire. Il a un charisme, il a une carrière. Donc il en impose. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut en imposer. Alors pour revenir sur les entraîneurs, moi j'ai peut-être pas eu de cours d'entraîneur, mais j'ai eu des entraîneurs que certains n'ont même pas eu en division 1. Moi j'ai eu Michel Pavic comme entraîneur. J'ai eu Bertoncello comme entraîneur. J'ai eu des gars comme Michel Delire. Ce sont quand même toutes des pointures et on prend de ces gens-là. On apprend de ces gens-là. Donc après, on en fait quelque chose de bien, on en fait quelque chose de mal. Mais en tout cas, on l'apprend. C'est un peu comme les cours. On va au cours, on apprend. On garde les bonnes choses, on ne les garde pas. On peut se retrouver avec un diplôme et malgré tout, rester un mauvais entraîneur. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi, mais si un règlement est mis, s'il y a une loi, il faut un diplôme,
C'est Ouais, pas moi qui l'ai fait. Non, c'est clair, donc, qui l'ai fait plutôt. Ouais, ça, on pourra faire une autre émission là-dessus. Parce que ça, c'est le grand débat aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques réactions aussi, notamment avec Marco Casto qui dit l'homme qui coach sur le toit de la buvette. Je sais pas pourquoi est-ce que on dit ça, peut-être des histoires, des anecdotes. Mais parce qu'il y a une autre réaction sur la page Facebook d'Arabelle d'une personne d'un grand-père qui dit mais est-ce que les entraîneurs de jeunes est-ce qu'ils ont un programme comme les instituteurs, parce qu'il dit moi mes petits-fils vont à l'entraînement mais ils font rien. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont autodidactes, qui apprennent, mais voilà, c'est comme conduire. On peut savoir conduire sans avoir passé son permis, mais il faut quand même les bases, et après c'est pas pour ça qu'on devient un bon conducteur, on est bien d'accord. On est d'accord, mais je pense, parce que pour les jeunes, moi je prends le cas de Toirem, on a deux formateurs qui sont Patrice Boudère, c'est un ancien joueur de D1, et Raphaël Carentin, un ancien joueur ex-international aussi. Donc voilà, un travaille les 6 et les 10, et l'autre travaille des 10 ou 18. Donc, ils rencontrent leur entraîneur tous les mois, et ils ont une manière de travailler, une façon de travailler. On les aiguille. On leur dit, voilà, il faut travailler comme ça, il faut travailler comme ça. Si même l'entraîneur, je veux dire, n'est pas tout à fait d'accord, mais on essaye de travailler en symbiose. C'est important. Un joueur, c'est sûr qu'une équipe, si on joue les 2 contre 2 et les 11 contre 11, il y a un monde de différence, mais il y a un moment, on doit avoir les bases techniques, ce qu'on appelle pas le global, mais l'analytique doit rester le même pour tout le monde, quoi. Donc, c'est important, comme la formation des jeunes, c'est ça. Maintenant, s'il y a des entraîneurs qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ça, il faut voir avec les clubs, mais nous autres, on a des formateurs. Voilà. Le débat va continuer, petite page de pub, et puis on revient après, avec témoignage de Serge Sarlette, qui est le directeur technique de Tiller, et qui va nous partager comment ils ont recruté au FC Herstal leur entraîneur d'équipe première, Patrick Singua. Auto M&M se rapproche de vous. Votre magasin, spécialiste en pièces auto et accessoires à Bruxelles, s'installe bientôt à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck, près de la place Mézère. Auto M&M, roulez en toute sécurité. Plus d'infos sur automm.be. Votre vitrage de voiture est abîmé? Une seule adresse, Europa Autoglass. Remplacement et réparation de pare-brise toute marque. Europa Autoglass, des professionnels au service de votre automobile. Avec nous, la franchise vous est totalement remboursée. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence et plus. Europa Autoglass, chaussée de Mons, 473 1070 Bruxelles, à 2 pas du canal. Appelez-nous au numéro gratuit 0800 903 81. Europa-autoglass.be. Bonne nouvelle, MyCaddy est enfin disponible. L'application qui va changer votre vie. Évitez le fardeau des courses et profitez du premier supermarché en ligne de Belgique. Des centaines de produits disponibles. Boissons, crèmeries, bébés, détergents, surgelés, fruits et légumes. Tout ce dont vous avez besoin, disponible en un clic et livré en moins de 3 heures. Oui, en moins de 3 heures. Coincé au boulot? Pas de souci. Envie de commander pour vos parents et les faire livrer? Pas de souci. Téléchargez l'application MyCaddy ou rendez-vous sur www.mycaddy.be. Bonsoir à tous. Les autorités communales de Braine-l'Allieu ont annoncé ce mercredi qu'environ 450 élèves des classes primaires et maternelles de l'école communale d'Aupin, ainsi que l'ensemble du personnel pourraient subir un test PCR jeudi et dans les locaux de l'établissement. Un cluster s'y est déclaré. La situation est préoccupante. 4 enseignants et un accueillant extrascolaire sont confirmés positifs. Une classe a été testée pour l'instant. 16 enfants sur les 21 testés sont positifs, bien que tous asymptomatiques. L'école sera entièrement fermée vendredi. Le nombre d'hospitalisations est en hausse depuis quelques jours et cela se ressent dans les hôpitaux bruxellois, tant les hôpitaux du réseau Iris que le Chirec ou l'UZ Bruxelles font face à une pression accrue. Actuellement, 37 patients atteints du coronavirus sont pris en charge à l'UZ Bruxelles, dont 6 aux soins intensifs, des chiffres qui ont doublé en une semaine. La tendance est la même dans le réseau Iris et au sein des hôpitaux du Chirec. À l'étranger, 6 adolescents âgés de 14 à 16 ans ont été présentés ce mercredi à un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'une collégienne de 14 ans poignardée lundi dans l'Essonne, au sud de Paris, lors d'une risque entre jeunes. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de l'un d'eux, âgé de 16 ans, pour meurtre sur mineur de 15 ans, violence aggravée et participation à un groupement en vue de commettre des violences. Déjà connu pour 2 infractions, cet adolescent a reconnu son implication dans le coup mortel.
En sport football, suite et fin des 8e de finale aller en Ligue des Champions. 2 rencontres sont à l'affiche ce soir. Le Real Madrid se déplace chez les Italiens de l'Atalanta Bergame. Les Allemands du Borussia Mönchengladbach accueillent quant à eux Manchester City. Du côté de la météo, un temps calme et relativement doux pour nous accompagner ce soir et cette nuit. Au programme, quelques nuages et surtout des éclaircies. Les minima seront compris entre 6 et 10 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle soirée. Partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, on est parti pour notre dernière heure de l'émission Zone Technique, avec toujours Gilles de Noël, Guy Hérion, Henri Verians et Michel Moléon. Et on va accueillir par téléphone Serge Sarlette. Bonsoir Serge. Bonsoir tout le monde. Voilà, comment vas-tu ? Ça va, merci. Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien. Ça va. Voilà. Oui, tout va bien. On espère bien, évidemment, recommencer le plus vite possible notre passion qui est le football, hein, avec tout ce qui entoure les matchs, les entraînements, les troisième mi-temps, etc. Hein. Je crois que ça manque à beaucoup de monde. Ouais, exactement. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous partages la manière dont vous avez recruté, à l'époque où tu étais à Herstal, l'entraîneur d'équipe première, Patrick Sangwa, qui n'avait aucune expérience au niveau de la D3 amateur. Comment ça s'est fait, en fait ? Sur quelle base ? En fait, je vais un peu resituer le contexte. Donc, il faut savoir que au FC Herstal, le président Diego Muñoz, à l'époque, VGT en provincial et voulait absolument aller vers cette nationale. Donc, il a pris d'abord un entraîneur à succès, je veux dire, en provincial, qui est monsieur Patrick Fabry. Et quand il est arrivé en national, il est venu frapper à ma porte pour que je sois en fait responsable technique de la formation des jeunes et un peu l'encadrer, le guider, le conseiller. Donc ça, c'est fait en 2016. Et alors, on était tombé d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait expliqué sa vision stratégique avec une identité propre à Herstal. Alors, c'est quoi une vision stratégique pour lui ? C'était en fait de mettre en place au sein du club une communication qui était un moyen de communication qui s'appelle le Pro Soccer Data. Il voulait aussi que je mette un règlement d'ordre intérieur en place avec plusieurs points, notamment au niveau de l'équipe première et de la formation des jeunes. Puis, il voulait aussi mettre en place une collaboration entre l'équipe première et l'école de jeunes, c'est-à-dire que au niveau de l'école de jeunes, évidemment, on avait des U6 jusqu'au U19 provinciaux, et j'avais émis le souhait que l'équipe P3 à l'époque soit l'équipe fanion de l'école de jeunes. Comme ça, on pouvait faire la collaboration vers cette division 3 amateur et faire des échanges. Ensuite de cela, il m'a demandé de mettre aussi en place des entraîneurs diplômés pratiquement à tous les niveaux, à partir de U8 jusqu'à U19, parce que il voulait qu'on ait comme objectif au niveau de la formation des jeunes d'aller vers le label de qualité 2 étoiles, ce qui incombe d'avoir des entraîneurs diplômés. Et à la suite de cela, il voulait aussi que je mette en place et que j'ai mis en place au niveau administratif des contrats de bénévolat ou associatifs ou soit travailler avec des indépendants à titre complémentaire. Donc ce qui fait que j'avais demandé à l'époque de Patrick Sangwa de venir me donner un coup de main au niveau de la formation des jeunes, et il était coordinateur du foot à 11. Quand le président Muñoz a décidé, je veux dire, de finir le cycle Patrick Fabry, pour qu'on ait rien qu'au niveau du club cette identité et cette vision stratégique ensemble, pour avoir cet esprit de club, il m'a demandé conseil. Donc, suivant, je veux dire, les critères qui sont évidemment le leadership, qui sont évidemment les points que j'ai cités, donc c'est-à-dire que l'entraîneur devait travailler avec cette plateforme de communication, devait travailler avec cette collaboration entre l'équipe première et l'école de jeunes, faire respecter un règlement d'ordre intérieur, et le règlement d'ordre intérieur pour l'équipe première, c'est évidemment, on passe par la buvette, qui est quand même le centre du club, aussi bien avant qu'après les matchs, plus d'autres points où je vais quand même pas tout étaler.
Patrick Sangwa, je trouvais qu'il était la personne idéale à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà entraîné au niveau des jeunes, il avait déjà entraîné au niveau provincial et il avait le diplôme UFA en ordre de licence, qui est à l'heure actuelle un des critères premiers, on va dire, pour entraîner en national, sauf si le club décide de payer les amendes. Donc, j'avais présenté le profil de Patrick au président Munoz, qui au départ aime bien aussi ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'il aime bien aussi de lancer des jeunes entraîneurs. Donc, Patrick correspondait vraiment à tous les critères. Donc, on l'a rencontré. Première discussion très très positive dans le sens où Patrick connaissait la maison, s'était identifié à ce club-là. Savait vers quoi on tendait, donc il n'était pas dans l'inconnu au niveau de tous les points que j'ai cités auparavant. Et alors Patrick, évidemment, au niveau de l'identité du club, qui était aussi propre au président, c'était de faire revenir des gens d'Erstal. Donc au départ, il a fait revenir Odor, Gaëtan, il a fait revenir des gens comme Cyril, Peso, Jean-Philippe, et plus il a fait monter. Donc les c'était quand même, il y avait quand même un projet club derrière, donc il y avait une certaine continuité avec Patrick. Est-ce que vous aviez à ce moment-là d'autres candidatures d'entraîneurs? Il y a eu d'autres candidatures, que évidemment je vais taire le nom par respect pour ces gens-là. Oui, il y avait d'autres candidatures, mais soit ça ne rentrait pas dans le cadre des éléments que j'ai établis au niveau de la collaboration entre les équipes de jeunes et l'équipe première, soit certains entraîneurs ne voulaient pas travailler avec la plateforme de communication qui est ProSoccer Data, qui permet de voir les présences, qui permet de voir les rapports, surtout de l'entraîneur de P3 et des U19. Et évidemment, il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a l'aspect pécunier qui est très important. Le projet club était vraiment le premier critère par rapport à ça. Oui, et le premier critère. C'est sa deuxième saison, je pense, maintenant. Je pense que c'est sa deuxième saison et il va entamer la troisième. Donc ce couvert-là aussi, c'était un des points propres au président Munoz. C'était de faire continuité, la continuité sur je vais pas dire sur le long terme parce qu'à l'heure actuelle en football le long terme n'est pas évident, mais au moins en tout cas sur le moyen terme. Et je pense que en toute honnêteté et objectivité, je pense que Patrick Sangwa cadre bien dans cette philosophie-là et je pense que fait du très bon boulot en tout cas au niveau d'un club comme le FC Ersin. Voilà. Je sais pas si nos invités veulent poser une question peut-être à Serge ou réagir par rapport, parce que c'était quand même un pari. C'était quand même un pari puisque bon, il n'avait pas il n'avait jamais coaché à ce niveau-là. Aussi, il avait déjà coaché des équipes seniors en niveau provincial, mais jamais au niveau des 3 amateurs. Et donc voilà, c'était un choix par rapport au projet club. Merci Serge pour ton témoignage. Ouais. Merci à vous. Voilà. Et, bonne continuation à tout le monde. Voilà, et à bientôt au bord du terrain. Merci, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Voilà. Est-ce que il a parlé d'ADN. Maintenant, on va revenir sur les deuxième partie de l'émission, sur les critères de recrutement. On parle souvent d'ADN, on en parlait à haut niveau, on en a parlé au standard, on en a un peu parlé à Anderlecht. Est-ce que c'est un bon critère, l'ADN? Est-ce que ça peut être un bon critère? Oui, bien entendu. Bien entendu. On vient un petit peu comme dans le temps, on joue pour un club, on avait le cœur pour un club. Et bien entendu, on vient à son club formateur dès le départ et ça peut être un plus, oui, certainement. Oui, parce que on connaît évidemment déjà l'histoire du club, on connaît les supporters et en plus vraiment le club de l'intérieur déjà au départ. Donc on a un peu les arcanes, etc. On sait comment il fonctionne. Voilà, c'est quand même toujours mieux d'avoir quelqu'un qui provient de ce club-là. Ouais. Pour moi aussi, même chose. On voit des entraîneurs, même joueurs. Quand ils quittent un club, on voit des gars. Moi, j'ai des gars qui sont allés dans des divisions supérieures, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, ils reviennent dans le club. S'il n'y a pas eu de conflit majeur, moi, je suis toujours pour qu'un joueur, quand il peut monter d'étage, il n'y a pas de souci. Et quand il y a un retour du joueur, il revient vers vous. Parce que, un peu comme tantôt je l'ai dit, c'est comme le saumon, hein, il retourne oui. on revient dans sa boutique
Et celui qui a l'ADN du club, qui a les sensations, c'est quand même meilleur. On a meilleur de travailler, je pense. Il y a parfois des clubs qui n'ont pas vraiment une identité qui est très propre, ou un peu floue. Est-ce que parfois on a envie de créer cette identité? Et avec le coach qui est en place, est-ce que c'est parfois facile? Est-ce qu'on doit un peu nager à contre-courant avec lui ou à poser certaines choses? Ou justement, alors, on crée l'identité en fonction du coach qu'on a à ce moment-là? Je crois, par rapport à mes expériences, il y a parfois des décalages entre ce que le club veut, ce que l'entraîneur veut, et donc l'identité qui est en l'état à ce moment-là et qui le devient. Je vais prendre Meux, parce que là, je me suis très bien amusé là-bas. Je suis arrivé dans un club qui était un club de provincial qui venait de monter en promotion. Chaque fois, c'était montée, descente, montée, descente, montée, descente. Je suis arrivé avec ma façon de travailler. On est resté en national, et l'année suivante, on était à 2 doigts d'aller au tour final. L'ambition était là, en tout cas de mon côté, et je n'ai pas senti les dirigeants me suivre, et ça avait été un peu une cassure. Marco Casso est arrivé après, et là ils ont fait le déclic est passé, quoi. Donc oui, pourquoi ne pas jouer en D2 amateur, pourquoi rester à ce niveau-là? Donc parfois il y a un décalage entre ce que le club veut, ce que l'entraîneur souhaite, et donc c'est pas toujours, évidemment, ça ne dure pas longtemps quand c'est comme ça. Donc voilà. Ça dépend. Je pense que ça dépend aussi un peu des personnalités dans le club. Hein, le président, les gens à des places importantes, s'ils écoutent, s'ils se laissent pas écouter, c'est toujours le même problème. Maintenant, si c'est des gens de dialogue, le club, il va avoir quelque chose. Mais si le président veut faire tout, c'est jamais bon. Mais parfois il y a la crainte, enfin je sais pas, président, ce que vous pensez, la crainte d'aller plus haut. Moi ce que je disais clairement, c'est que plus haut, tu vas avoir des joueurs plus forts qui vont venir pour pas plus cher, et les déplacements ne sont pas spécialement plus grands entre la D3 et la D2 amateur. Donc moi ça c'était mes arguments, mais je crois que les dirigeants avaient une certaine crainte à ce moment-là, parce que ils étaient issus de la provinciale, et c'était encore un club de provincial. Donc je comprends leurs arguments, mais c'était en décalage avec ce que nous on faisait sur le terrain et dans le vestiaire. Oui, moi je pense que tu as raison. Quand nous sommes à Marlon est montés en 95, je pense, en première provinciale, on n'avait jamais connu, et on a de la crainte. On se demande qu'est-ce qu'on va aller faire là, qu'est-ce qui se passe là au-dessus. On a un peu peur, et puis quand on est dedans, tout compte fait, c'est une série de 16 clubs. Il faut se renforcer évidemment. Et quand on est monté ici en D3, j'ai eu moins la crainte. On est monté en D3, que la crainte de D2 vers la PE. Parce que là, j'étais le flou, c'était il y a 20 ans, évidemment, maintenant peut-être bien que les années, on arrive à mieux maîtriser, mais c'est toujours savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à l'étage, que faut-il faire, c'est des nouvelles normes, c'est des... La fédération n'est pas très facile non plus au niveau des... Il faut contrôler les terrains. On va dire, c'est un terrain, il faut qu'il soit aux normes, c'est élémentaire. Mais on arrive devant un mur et il faut le franchir. Après, je pense que quand il est franchi, c'est parti. De toute façon, en face, on a une équipe de 11 joueurs, il faut jouer à 11 contre 11, ça, c'est pas plus compliqué. Et est-ce qu'à ce moment-là, pour se rassurer, on va prendre un coach qui connaît le niveau dans lequel vous allez évoluer? Moi, je pense que prendre un coach qui a de l'expérience, ça fait pas de tort. Que maintenant, loin de moi de dire que jamais je prendrai un gars qui a entraîné. L'année passée, on avait Sam Lefebvre qui a entraîné la saison pour remplacer les Mocs, qui n'avait pas d'antécédent, de carrière, d'entraîneur en P1, il était T2, et qu'on était parti avec lui, on faisait confiance, ça allait bien, juste comme on dit, à la fin de l'année passée, il a eu un problème privé, alors c'est lui qui a, tout de suite, c'est ça que je dis, c'est très important d'avoir des personnes comme lui qui viennent te dire, écoutez, Prési, je suis pas bien, je pense que si on recommence au mois de janvier, je serai pas en forme, je ne veux pas que le club soit dans l'ennui, il faut absolument qu'on prenne le tour par les cornes pour être prêt qu'on attaque, qu'on va recommencer en janvier, qu'on n'a pas recommencé pour finir. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, j'ai quelqu'un, et c'est lui qui a même mis la connaissance de Marco Casse, Frédéric Jacquemart, qu'on a engagé, suite avec son contact, on a parlé avec Fredo, et puis ça est parti. Et Sam, nous ça va beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, son petit passage qu'il a eu difficile au mois de novembre-décembre, a repris maintenant la direction technique du club. C'est lui qui va superviser tout ce qui est sportif.
Est-ce que quand vous discutez avec le président pour reprendre une équipe, est-ce que vous, dans vos critères, vous dites je veux choisir mes joueurs? Parce que est-ce que finalement, le coach doit pas correspondre aussi à l'équipe? Parce que si on prend un coach, c'est aussi pour faire des résultats. Maintenant, on peut faire de la formation, mais généralement, l'équipe senior, surtout l'équipe A, on est là quand même pour faire des résultats. Mais est-ce que vous, dans vos critères, vous dites moi je veux pouvoir choisir mes joueurs? Mais oui, je pense que oui, parce que c'est pas un président qui va transférer les joueurs. Quand on prend un entraîneur, on espère bien entendu qu'il ait un petit carnet d'adresses avec lui, parce que c'est pas toujours évident. C'est un critère important aussi. C'est un critère important. Donc à un moment, maintenant, quand ça reste dans des prix raisonnables, parce que je reviens toujours aux finances, ben, c'est sûr que c'est important. C'est pas l'entraîneur, c'est pas le président qui va dire il faut prendre ce joueur-là. Et puis l'entraîneur a une façon de jouer, une façon tactique, une façon de voir les gens qu'il veut. Moi, j'aime certains joueurs et il y a d'autres entraîneurs qui aiment d'autres. Donc, c'est un peu ça le problème. Il faut laisser faire à l'entraîneur son équipe. Ça passe, tant mieux pour lui, ça casse, tant pis pour lui, quoi. Je crois qu'il doit y avoir un dialogue quand même. Donc, quand on arrive dans un club, on doit voir qui est là et voir si ça correspond ou pas. Voilà, je crois que ça, c'est une adaptation à faire également, parce que tout liquider, comme on peut le dire, ça ne se fait pas, moi, il me semble, et laisser en place toute une équipe, ça ne se fait pas non plus. Il faut un moment un peu de changement. Je prends un exemple, quand je suis allé au Condrusien, j'ai pris avec moi 5 jeunes de Ciney qui n'étaient pas aptes à jouer en équipe première à Ciney, donc une division supérieure, et qui sont venus avec moi. Ça arrangeait le club parce que il fallait du jeune. Eux n'avaient pas de jeunes suffisamment forts pour pouvoir jouer en équipe première, et donc ça a pallié un an de jeunes qui voilà, ces gars-là ont fait le boulot, et ensuite les jeunes sont sortis de. Et généralement, quand on ne garde pas un entraîneur l'année avant, c'est que ça n'a pas trop bien marché. Donc, si on prend un nouvel entraîneur, on va accepter les changements du joueur qui veut faire pour essayer justement de s'améliorer. Je me demandais ce que vous pensiez aussi de la situation des joueurs entraîneurs. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi non plus. Franchement, je pense que il y a des avantages, des inconvénients. Évidemment, quand ils sont sur le terrain en train de jouer, ben, ils sont dans l'énervement aussi comme les autres, mais ils sont proches des joueurs, donc ils sentent ce qui se passe sur le terrain mieux que l'entraîneur à côté. Et il est clair que ben, le petit problème, c'est que quand on est à côté, on a un peu plus de recul, un peu plus de calme, une vision un peu plus large. Mais moi, ça me dérange vraiment pas. L'importance d'un T2, bien entendu, quand on est joueur entraîneur, mais sur le terrain, quand l'entraîneur est sur le terrain, ça booste un petit peu les joueurs. Il a plus facile, il est dans le contact, il voit, et il sait améliorer les joueurs, rien que par le parler, sur le terrain, la façon de placer et tout ça. Que quand il est sur le bord du terrain, on n'entend toujours pas. Mais l'importance d'un T2 est super. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, pour avoir un bon T1, il faut un bon T2. Il n'y a rien à faire. Président, est-ce que vous avez déjà engagé un joueur entraîneur? On me pose une colle, il faut que je réfléchisse. Après 30 ans, il faut faire une recherche. Après 30 ans, il faut creuser un peu, mais de toute façon, ça ne me dérangerait pas du tout. À partir du moment où sur le terrain, il est incontestable. Moi, j'ai connu à La Roche un Royer qui venait de Serein, qui était milieu de jeu, là, joueur entraîneur, ça ne se discutait pas. Il était top sur le terrain. Si maintenant tu es mauvais, là, c'est un autre problème. Enfin, on n'est pas pour voir les hommes. Mais un joueur entraîneur ne me dérangerait pas. Au niveau de, tantôt on a parlé des joueurs, oui, tantôt, à Marlois, en tout cas, l'entraîneur me donne des noms, il a contacté des joueurs, si l'entraîneur vient et me dit qu'il vire la moitié de mon équipe, je vais me poser des questions, ben là il y aura des grosses questions à poser, mais s'il dit tiens, pour renforcer là et là et là, voilà j'ai un tel, je dis, tu envoies les numéros, tu leur téléphones, et puis moi je téléphone après pour conclure le transfert. Mais c'est l'entraîneur qui parle avec le joueur avant moi. Même si un joueur se propose à moi, par une connaissance ou l'autre, je renvoie le nom à l'entraîneur qui parle, qui prend ses renseignements, et puis qui voit, parce que c'est quand lui, pendant toute la saison, qui va gérer son groupe. Si vous lui donnez un joueur, le joueur du président, ça va parler. Voilà. Et généralement, quand vous me dites avec le joueur entraîneur, je vais finir, oui. C'est souvent sa dernière année. C'est souvent sa dernière année et il passe. C'est la donnée de transition. Voilà, et regardez compagnie. Ça s'est fait au niveau, la vue au niveau. Regardez compagnie, c'est tout, c'est pas compliqué. Effectivement. Voilà, restez avec nous, petite page de pub, puis on revient pour cette dernière demi-heure d'émission. Excuse-moi.
Awad Trailers, spécialiste en vente de remorques, attache-remorques, porte-bagages pour camionnettes et il vous aide même pour le montage et la réparation. Rendez-vous chez Awad Trailers à Chaussée de Mons 421C, Sint-Pietersleu ou contactez-nous au 0489 77 76 10. Votre enfant a des lacunes dans sa scolarité, des problèmes en mathématiques ou a du mal à se concentrer et à mémoriser? Genius Kids a la solution pour vous. Genius Kids est un programme de calcul mental méthode japonaise dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Le programme est conçu pour que les enfants de 5 à 15 ans augmentent leur puissance mentale. Grâce à une équipe optimiste, transparente et motivée, votre enfant prendra confiance en lui et améliorera ses capacités cérébrales. Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 899 57 54 ou via notre site web www.geniuskids.be. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, dernière ligne droite pour cette émission Zone Technique, toujours avec Julien de Noël, Guy Hérion, Henri Verians et Michel Moléon. Alors on continue avec dans les critères. Donc on a parlé, on a cité plusieurs critères. Donc on a discuté au niveau du diplôme, l'importance du diplôme, aussi avec les exigences de la fédération. On a parlé aussi des entraîneurs qui amènent des sponsors. On a parlé du leadership. On a parlé de l'ADN, du palmarès, des connaissances, les compétences aussi. Quels sont pour vous les critères de réussite? Parce qu'à un moment donné, quand on engage un coach, on espère des résultats. Voilà. Quels sont vraiment les critères de réussite? Alors on parlait tout à l'heure du recrutement des joueurs. Guy, tu as dit l'entraîneur il contacte les joueurs et puis il les renvoie vers moi. Alors finalement c'est toi qui décides au niveau financier si tu prends le joueur ou pas. Oui. Est-ce que parfois est-ce que le coach, il n'y a pas de frustration du coach de dire moi je voulais tellement je voulais ce numéro 10 là et peut-être pour 5 €, pour 10 € je l'ai pas. Bon, pour 5 € on va quand même pas beaucoup discuter, hein, mais si c'est trop, je dis à l'entraîneur, écoute, la part de trop du joueur, je la retire à toi, je la donne au joueur. Et il y en a qui acceptent parfois. Si le budget ne bouge pas. Il y en a qui ont déjà accepté, hein, ça j'en connais. Je sais qu'il y en a qui ont accepté, mais voilà. Maintenant, l'entraîneur, qui est un petit peu intelligent, il doit quand même savoir qu'on ne doit pas dire oui à tout ce que les gens demandent. Il y a un débat, on discute, le joueur aime bien d'être bien payé, un président aime bien de moins payé. Il faut arriver au bout de l'année à ce que, quand on a terminé le championnat, on ne doit pas d'argent à personne. Et quand je vois aujourd'hui le nombre de clubs qui doivent de l'argent aux fournisseurs, aux brasseurs, en particulier les brasseurs, parce que c'est quand même qui alimentent les buvettes, on doit de l'argent à des joueurs. Moi j'ai des joueurs dans le club qui m'ont dit je n'ai pas été payé de mes saisons dans le club X. Mais ça, chez moi, ça ne peut pas arriver. Moi j'ai un respect pour la parole que je donne et ce qu'on a pris les accords, il faut qu'on arrive. Mais il vaut mieux gagner un peu moins, les avoir, que vouloir la boule en or et ne rien avoir. Je crois que Guy a raison, mais que de toute façon, l'entraîneur est quand même aussi un être humain réfléchi. Et quand un joueur demande de trop, par rapport à ce qu'il vaut, il y a un moment où on arrête les choses. Moi, j'ai une anecdote, et je ne vais pas parler du nom du joueur ni du club. Le gars avait fait une super saison, c'était vraiment le gars important de l'équipe. Et l'année suivante, on est en rediscussion et il demande 50% en plus. Il avait déjà un très bon contrat, il demande 50% en plus. Et c'est moi qui ai dit devant lui, au président, je dis hors de question que tu donnes ça à ce joueur, pas parce qu'il ne mérite pas, mais parce que je ne veux pas que lui gagne beaucoup plus que les autres. Donc, soit il accepte ce qu'on lui propose, soit il peut partir. Et donc voilà, c'est une discussion aussi, et c'est aussi un bras de levier pour un entraîneur d'avoir les joueurs entre guillemets sous sa coupe sans insister là-dessus, mais voilà, c'est lui qui décide aussi quoi. Quand je dirais, moi si j'ai demandé à l'entraîneur quand on discute un petit peu des transferts qu'il veut faire, simplement c'est d'essayer de me donner 3 noms par ordre d'importance et par place. D'abord on va discuter, on va dire qu'est-ce qu'il te faut, quel est le joueur qu'il te faut. À quelle place te faut-il? Et à ce moment-là, mais je cherche les joueurs, on voit les 3 noms, on reçoit les 3 noms, et à un moment, si financièrement ou comme l'entraîneur le veut plus qu'un autre, et voilà comment on travaille. Dans la mesure, c'est pas toujours facile, mais on essaie de faire ça. Mais c'est pas toujours évident.
On a beaucoup parlé maintenant du choix de l'entraîneur en début de saison, mais quand il faut parfois changer en cours de saison. Parce que les résultats sont pas là, ou il y a un club qui vient débaucher votre entraîneur. Est-ce qu'on garde les mêmes critères, ou au contraire, est-ce qu'on change complètement? Ça dépend, moi je vais vous dire, ça dépend le moment. Si c'est au début de saison, après je veux dire 10 matchs, on va dire un tiers du championnat, on va changer d'entraîneur, parce qu'il reste 20 matchs. Mais si on est à 10 matchs de la fin et qu'on a changé d'entraîneur, on va peut-être faire avec de l'interne. Pourquoi? Parce qu'on connaît les joueurs, on connaît. On ne va pas chercher le nouvel entraîneur qui va venir, il doit découvrir les joueurs, voir comment on travaille et tout ça. Donc c'est tout à fait différent. Ça dépend, à mon avis, du moment où on libère l'entraîneur. Voilà. C'est clair. Mais c'est vrai, quand on est en début de saison, qu'on cherche un entraîneur, il n'y a pas pléthore, normalement, sauf ceux qui sont restés sur le carreau, donc c'est pas évident. Il faut avoir peut-être un carnet d'adresses à ce moment-là, des connaissances pour trouver la personne qui convient. Et est-ce que les critères sont aussi différents? Par exemple, je veux dire, en début de saison, on s'imagine par exemple viser le top, donc on va choisir un entraîneur qui peut nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et puis si finalement la saison va pas bien et qu'on se retrouve dans le bas de classement, est-ce qu'on va prendre un entraîneur qui a un profil différent, une manière de coacher différente? On se dit finalement le profil qu'on avait identifié, c'est peut-être pas le bon, au-delà de la personnalité de l'homme. Mais d'abord, pour commencer, pour répondre à votre question, quelle est l'équipe qui n'est pas dans les 3 premières chaque saison? Les 16 équipes du championnat vont vous dire, on joue les 3 premières places. C'est comme ça que ça va. Déjà dès le départ. C'est assez serré, pour 16 équipes, c'est assez serré. Déjà, moi, quand on me posait la question, je finirais entre la première et la 16e, c'était facile. Mais non, je pense que l'entraîneur, quand on a eu un entraîneur, on ne va pas essayer de changer et prendre le contraire de l'entraîneur qu'on a. Je pense qu'on va prendre ce qu'on a sous la main. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir un bon entraîneur et de choisir un bon entraîneur. Et qu'est-ce qu'un bon entraîneur? S'il n'est plus sur le marché, c'est que il a pris un petit peu une année sabbatique ou qu'on a mis du haut de pain. Donc c'est un peu, il faut un petit peu voir tout et et les ambitions, elles peuvent aussi évoluer. J'oublie, je ne reviens pas sur le nom de l'entraîneur de Gand, mais Van Azebroek, il est à Gand. Quand on l'a engagé, c'est pour sauver Gand. Maintenant, ça va un peu mieux. S'il y a moyen d'être dans les 8, s'il y a moyen d'être dans les 4. Mais au départ, c'était pour sauver Gand. Alors que Van Azebroek, tout le monde sait bien que c'est un gars qui veut jouer le haut de classement, qui veut jouer un football pétillant, etc. Donc, on doit s'adapter aussi à ce que l'on a et à la situation dans laquelle se trouve le club au moment où on le reprend. Est-ce qu'il y a des coachs qui ont un profil pompier? Un peu comme Bob Peters qui a été engagé dans certains clubs en dernier, puis finalement qu'on n'a pas reconduit, qui a sauvé le club. Et est-ce qu'il y a des coachs, même en amateur, qui sont un peu des coachs pompiers? Vous appelez un coach emmerdeur. C'est un peu ça. C'est le gars qui ne s'est pas resté longtemps dans un club. Ça peut exister, oui, ça peut exister. Mais moi, j'en ai pas rencontré. On va pas citer de nom. Non, mais il y a des coachs qui ont des profils pour sauver, un peu qui arrivent en dernier recours pour essayer de sauver une saison. Peut-être moins amateur, mais c'est vrai que ils peuvent être efficaces sur quelques matchs. Exactement, mais sur une saison. Carmas, je pense. C'est la beauté justement du foot, c'est qu'on sait pas. On sait pas. C'est un choix, un entraîneur. C'est une loterie, c'est un peu comme sa femme aussi, c'est pareil, quand on se marie au début, est-ce que c'est la bonne? Pas la mienne. Est-ce que c'est l'entraîneur, c'est un peu pareil, on ne sait pas. Il y en a qui s'adaptent plus vite, il y en a qui s'adaptent moins vite, il y en a qui sont bien dans le club, il y en a qui sont pas bien dans le club. Mais quand vous me dites pour essayer de sauver un club, faut quelqu'un qui ait quoi? Je ne saurais pas vous le dire moi-même. Il faut voir le contexte, il faut de la chance. On prend les gens qui sont libres à ce moment-là. Exactement. C'est un peu ça le critère, parfois. Mais il y a des peut-être on parle d'un Peters, peut-être que le gars, il a maintenant ce nom de pompier parce que il a un caractère. Et peut-être que quand il arrive, comme ça ne va pas, il se coule le bazar. C'est peut-être une équipe qui n'a pas le niveau, il se coule le cocotier, ça donne des résultats, il sauve le truc, mais sur la distance avec cette équipe-là, il sait quand même peut-être pas faire mieux que ce qu'il a fait là, sur le moment. Il a peut-être pas eu la chance non plus de pouvoir choisir son équipe et de partir sur du long terme. De toute façon, un club, une équipe, pour jouer dans la première partie du classement, si on veut toujours, moi je ne dis pas dans les 3 premières places, pas pousser, il faut une alchimie entre l'entraîneur et les joueurs et le club, que tout tourne bien, et il y a des fois un bon entraîneur qui peut aller très mal dans un club. Mais ça peut durer parfois
1 an et demi, 2 ans, et pour certains durer 5 ans, et d'autres que ça ne marche jamais. Allez, on peut regarder au plus haut niveau. Mourinho, c'est un gars qui ne passe pas les 3 ans, alors que c'est un excellent entraîneur. Le gars, il gagne toujours quelque chose sa première année, la deuxième année, là, ça roule, et la troisième, il devient trop exigeant pour tout le monde, pour les joueurs, pour les dirigeants. Donc, on peut considérer que c'est un entraîneur à court terme. Alors qu'il pourrait très bien être sur du long terme, comme un Guardiola et un Klopp, qui sont des garçons aussi très, très impulsifs, très exigeants. Donc, on a parfois une étiquette qui est posée sur un entraîneur ou sur un autre, alors qu'il ne le mérite peut-être pas, parce qu'il n'a pas eu les situations qui lui convenaient. C'est aussi des questions de personnalité. Voilà, il y a ça. Quand on voit Zidane à Madrid, qui est décrié pour l'instant, qui vaille que vaille, pour l'instant, pourtant c'est un excellent entraîneur, c'est pas mauvais, mais maintenant, il faut que tout puisse tourner avec lui et tous les joueurs en même temps. Que peut-on dire? Un bon entraîneur ou un mauvais entraîneur? Un bon joueur, un mauvais joueur? On ne sait pas. Il y a des joueurs qui marchent dans des clubs, qui marchent avec des entraîneurs, et il y a des joueurs qui ne marchent pas du tout avec d'autres entraîneurs. Maintenant, je reprends, moi, la qualité première, vraiment, d'un entraîneur à l'heure actuelle, c'est la gestion du groupe. C'est ça le plus important. Les entraînements, le gars qui va donner un entraînement, il va sur Internet, il va voir tous les entraînements possibles à donner. Il va rien répondre. Ici, il va voir, oui, c'est ça qu'il faut travailler, il va savoir le thème. Mais la gestion d'un groupe, c'est pas évident. C'est là la force d'un entraîneur pour pouvoir sauver un club ou pour pouvoir gagner un titre. Sinon, on arrive à ça. Si vous avez cette gestion-là, vous vous en sortez toujours. Vous savez, j'aime pas de le dire parce qu'on va croire que, mais je vois encore des joueurs que j'ai eu il y a 20 ans, quand ils me voient, bonjour coach. Quelle marque de respect. Le jour où on m'appelle coach 20 ans après, ça fait plaisir, mais c'est un respect. Par contre, il y en a qui m'appellent Henri, quoi. C'est pas compliqué. Mais c'est ça, c'est la gestion du groupe. Et la chose la plus belle, on parlait de quelque chose tantôt, le CV d'un entraîneur. C'est quoi le plus beau CV? C'est la longueur dans un club. Quand il a travaillé 5 ans, quand il a travaillé 6 ans dans un club, il n'y a pas plus beau CV que ça. Vous avez des excellents entraîneurs qui travaillent 1 an dans chaque club et qui n'arrivent pas à passer plus loin. On en connaît, même en DE. Donc voilà, je crois que c'est la gestion et c'est aussi d'avoir la confiance des dirigeants. Parce que les dirigeants, ils ont envie de se reposer sur quelqu'un qui arrive à gérer à leur place. C'est ça, eux, ils fournissent le financier. Et vous, c'est votre football. On est d'accord, Président? D'accord, je suis d'accord. Moi, j'apporterai quand même une petite restriction à ça. C'est vrai qu'une longueur dans un club, ça veut dire qu'effectivement, les relations sont bonnes, etc. Mais est-ce que, en étant peut-être très calme, très gentil, très sociable, en n'ayant pas de soucis avec le président, les joueurs, etc. Est-ce que, en travaillant comme ça, il est arrivé à faire les meilleurs résultats qu'il pouvait? Donc, je parlais d'une ligne de conduite. Quand on veut avoir une ligne de conduite dans un club, quand on se dit à un moment, dans 3 ans, dans 4 ans, on veut être là, c'est avec la longueur qu'on peut y arriver. Si c'est à changer d'entraîneur, je pense pas qu'on va y arriver, Michel. Oui, non, d'accord, mais quand on parle de CV d'entraîneur, c'est pas parce qu'il a fait 6 ans dans un club que d'office il est bon et qu'il va faire des résultats. Qu'il était bon, c'est un plus. Moi, je pense que ce que je remarque, c'est des joueurs qui viennent dans le club à cause de l'entraîneur. Là, tu te dis, celui-là, il a laissé quand même un passage. Le joueur l'a remarqué, et s'il vient parce que X est là, ça veut dire que l'entraîneur a des qualités. Ça, ça fait pas tâche. C'est plus agréable d'entendre ça que de dire, si toi tu as celui-là, je ne viens pas. Alors, c'est le contraire, évidemment. Mais quand tu as des joueurs qui viennent parce que X entraîne. Est-ce que quelle est la durée moyenne des coachs en amateur, de votre expérience? Moi, j'ai fait 5 ou 6 ans, mais je veux dire, il y en a qui font 3 ans. 3 ans, c'est pas 2-3 ans, généralement. 3 ans, mon avis. C'est souvent 3 ans à la table, et c'est pas mal, quoi. Moi, j'ai eu Paul Lehmann, 7-8 ans, Remy Horry, 6-7 ans, mais encore maintenant, mes coachs, ceux-là, même, j'ai eu encore au téléphone ce matin Fabrice Peters, encore au matin, d'autres choses qui n'entraînent plus. Et alors, on reste en contact avec beaucoup de coachs qui sont passés. Je suis en très bonne relation, même des fois qui téléphonent pour donner des infos sur un joueur ou quoi. C'est important, même si on arrive à un moment donné
que les routes doivent se séparer. Il arrive qu'on doit se séparer. On est arrivé au bout de 5 ans. Moi, ça me dérange pas d'en faire 5, 6, 7. Mais il y a des fois que le groupe a besoin d'un changement. Ben, on en parle. Franchement, avec l'entraîneur, on fait un changement, mais on va pas rester toute la vie là. Mais s'il veut, pour qu'on bouge dans le club et faire d'autres choses. Hein. Comme si jamais mon entraîneur s'en va, en interne, ce sera au début de saison, on prend notre décision. Mais comme il a dit, au début de la saison, tu joues avec. Pour moi, je pense à quelqu'un d'interne. Sauf si directement, il y en a qui se proposent. Mais je ne fais pas une révolution pour ça. Le problème d'un entraîneur, quand il fait plusieurs années comme ça c'est un peu le défaut. C'est-à-dire qu'il commence à connaître tout le monde, même les supporters. Et les supporters commencent à donner leur avis. Au début, on fout un peu la paix à l'entraîneur. Il est là, il va prendre son verre. Mais après 5 ans, on va lui dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fait rentrer celui-là? Et c'est comme ça que ça devient un peu usant. Mais il y a aussi le côté folklore du foot qui est mais les supporters, oui, parce que les joueurs, après 5 ans, il n'y a plus grand-chose dans l'équipe en 5 ans qui est dedans. Non, hein. on est d'accord. Ça tourne, le turnover, 5 ans, l'équipe a changé, à part 2 joueurs près. Mais les supporters, il faut que l'entraîneur soit très fort pour rester toujours dans sa bulle. Moi, j'ai toujours un entraîneur. Il parle avec les joueurs dans le vestiaire, dans les bars, les buvettes, compagnie. On ne parle pas football. Parce qu'on peut commencer dans un comptoir quand on a bu 5 bières, ou 2 x 5 ou 3 x 5. On peut avoir des moments donnés des paroles, ça c'est très mauvais. Après le match, on doit s'amuser. Si on n'a pas gagné, on s'amuse moins, mais surtout moi en plus, je m'amuse moins. Mais ne pas parler de football et pas à chaud, ne jamais débriefer à chaud, ça n'amène à rien de bon. Sage parole. Ça lui porte conseil. Restez avec nous, encore une petite page de pub et on se retrouve dans 2 minutes. Exact. Votre enfant manque de confiance en soi? Sa scolarité vous met en défaut? Il a la phobie des maths? Réagissez. Grâce à geniuskids.be, une méthode ludique et pédagogique de développement mental. Nous lui apprendrons comment mieux faire face à ses difficultés, en utilisant les vertus du Soroban, une méthode japonaise pertinente. Tentez l'expérience geniuskids.be. Arabelle, 106.8 FM à Bruxelles. En partenariat avec la CEFF et la communauté des entraîneurs francophones de football, Arabelle présente Zone Technique. Zone Technique, votre émission mensuelle alliant entraînement et technique sur le terrain. Remettons l'entraîneur au centre du jeu. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Zone Technique avec Julien de Noël, Guy Hérion, Henri Verians et Michel Moléon. Avec quelques commentaires sur la page d'Arabelle de Jojo, que je ne connais pas, qui a dit Henri a su transmettre sa fibre d'entraîneur à beaucoup de ses joueurs. Voilà, un beau témoignage. C'est un peu vrai. On parlait de respect. Je reviens un peu sur l'idée de prendre un coach en cours de saison. Est-ce que l'idée d'aller débaucher un coach, c'est quelque chose qui peut se faire? Il y en a qui le font, mais nous autres pas. On n'aimerait pas qu'on nous le fasse, donc on ne le fait pas. Mais il y en a qui n'ont aucun scrupule, qui le font. Voilà. Mais nous autres, non, c'est net. En cours de saison, en tout cas, à mon avis, au niveau amateur, ça n'arrive pas, mais oui, en fin de saison, c'est un peu comme les joueurs. Sauf quand on sent qu'on va devoir remplacer l'entraîneur en place. Oui, mais débaucher, ça me semble difficile. Ça me semble, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, peut-être, mais pour aller à un niveau supérieur, à la limite. Au niveau supérieur, oui, mais à un autre niveau, en cours de saison. Moi, j'ai le cas, et justement, on parle de ça. Fred était dans un club de P2, je pense. Oui, c'est juste. Pour parler très honnêtement, il ne faut pas non plus se cacher. Quand on a parlé avec lui, numéro 1, c'est parler avec son président, son club, poser la question. Si le club refuse, on annule, on ne discute pas. Ouais. Parce que là, on ne va pas commencer à... Là, c'est pas du débauchage. C'était pour aller plus haut. Et dans les conventions, il arrive des joueurs mettre, comme j'ai vu un joueur qui est à Givry, qui a signé à Givry, en D2, il a dans sa clause, il a noté que si un club professionnel venait vers lui, il peut partir avant la période de la fin août. Il pourrait y aller. C'est la seule clause. Ici, Fred a parlé avec son club. Le président était, apparemment, moi je n'ai pas eu au téléphone, il lui a dit c'est pas de problème, le championnat était à l'arrêt. Ici, tu peux aller, c'est en D3, au lieu, je pense, en P2, je pense qu'il était. P2, oui, voilà. Mais je ne dis jamais, je ne vais pas le dire, mais avec beaucoup de correction et de politesse. Si quelqu'un venait chez moi chercher Fred demain pour aller à Charleroi comme entraîneur, je dirais, écoute Guy, mets-toi à table, on parle,
Je demande à Charleroi de me donner de l'argent. Non, on revient toujours à la même chose, hein, finalement. Non, je dis, écoute, quand c'est pour aller plus haut, il faut quand même réfléchir. Mais pas casser, on dirait oui, on va trouver des solutions, on se met à table. Mais l'apprendre par la bande et puis être cocu, ça c'est pas la chose que j'apprécie. Voilà, mais en parlant de cocu, parce que tu as lancé le débat avec ton épouse, Jean-Marie Rauque de l'USE à Liège, dit, la mienne, en parlant de sa femme, devait au minimum avoir le brevet B. Voilà, ça c'est encore un autre débat. N'oublions pas que c'est la journée de la femme le 8 mars, voilà, un petit rappel que ça... Comment ? Un entraîneur disait que pour sa femme, il a exigé le brevet B pour être sa femme. Mais quand vous parlez de débaucher un entraîneur, c'est comme le président dit très bien, on ne va jamais arrêter quelqu'un s'il peut monter. Un entraîneur comme un joueur, bien entendu. Oui. Ouais. Je voulais juste rebondir, Jean-Marie, qui est un exemple de longévité, lui. Oui, tout à fait. Lui, voilà, il y a des entraîneurs comme ça qui sont dans, pour vraiment une philosophie de club, en fait. Qui symbolise le club. Qui symbolise le club, en fait. Et c'est vrai que ça, on voit, il y a pas, quand on voit les coachs en NBA, où finalement c'est. Ouais. Non, le problème, c'est que, je veux dire, on juge comme tout le monde, on juge trop facilement. Parce que ce serait l'idéal d'avoir justement ces coachs qui symbolisent cette identité du club, finalement. Je parlais de 5-6 ans tantôt. Voilà, ce sera encore mieux maintenant. C'est rarissime. Il faut du changement. Votre voiture, vous la changez après combien de temps? 10 ans 20 ans. Alors maintenant plutôt parce que parfois on ne sait pas venir à Bruxelles, hein. Si vous avez 1,4 €, 1,3 €, on est obligé de séparer votre voiture. Oui, mais est-ce que ce ne serait pas des conditions idéales justement de pouvoir développer un projet club justement avec les jeunes derrière? Est-ce que l'entraîneur qui vient sur 2 ou 3 saisons, est-ce que on serait construit quelque chose sur le long terme avec l'équipe première, avec derrière faire évoluer des jeunes? Est-ce qu'il ne faut pas justement Si on a un entraîneur qui reste longtemps, il faut changer des joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a la motivation à la théorie. Je prends l'exemple de la motivation à la théorie. Quand les joueurs ont fait le tour pendant 5 ans avec le même entraîneur, pour les motiver la 6e année, ils connaissent. Attention, page 4, page 3, ils savent comment ça va. Mais ça, c'est comme quand tu construis. Bon, tu construis une nouvelle maison, et puis après, tu vas commencer à changer les chassis, tu vas changer des tas de choses. Donc, c'est sûr qu'à un moment là, c'est le boss, c'est l'entraîneur. Donc, à un moment donné, pour construire, justement, s'il y a un objectif de monter, je parle de P4 à P1, à un moment donné, il va falloir se séparer de certains joueurs, ça c'est clair. Justement, Henry, c'est un mauvais exemple. Parce que c'est un club stable, etc. Il laisse travailler les gens. Mais il y a des clubs où c'est impossible. Il faut faire des résultats. Et même si la mission est 2 ans ou 3 ans, on va faire ça, on va essayer d'avancer vers ça et on va construire au départ, c'est ce qu'on vous dit. Et puis c'est pas le cas. Il faut. À ce moment-là, on met l'argent dans les joueurs, pas dans l'entraîneur. Quand on va faire des résultats sur un an. Mais l'entraîneur, il est là avec les dirigeants. On choisit une équipe. On ne laisse pas le temps, l'entraîneur. On ne laisse pas le temps. Tu peux pas perdre 3 matchs. Au football amateur, dans certains clubs, tu peux pas perdre 3 matchs. Et alors qu'on voit qu'au plus haut niveau, un mec comme Guardiola, un mec comme Klopp, il aura fallu du temps pour faire leur équipe et pour gagner des trucs. Ils ont des principes de travail. Oui, mais on leur a laissé le temps. En amateur, parfois, c'est la débandade. Après 3 matchs perdus, c'est fini, il faut le dégager. Et alors ça commence à partir dans les buvettes avec les joueurs, etc. Et puis l'entraîneur, il n'a plus du tout la main mise sur son groupe. Et ce que Rudy disait très bien tantôt, il y a un moment, il faut dire que l'entraîneur doit toujours être le mieux payé que les joueurs. Ça, c'est une chose. Parce que ça se sait toujours. Et si l'entraîneur n'est pas mieux payé que les joueurs, ça parle. Et ça manquera de respect. C'est évident. Il n'y a rien à faire. Ça se parlera dans les buvettes et ça fera ça. Tandis que quand c'est le chef, c'est le boss. Pourtant, quand on voit le salaire de certains joueurs, même en amateur, je dis pas ce que doivent gagner, c'est que les entraîneurs gagnent très bien. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais au lieu de dire entraîneur, moi, c'est le président qui gagne. Il doit gagner le plus. C'est le président. C'est les intérêts personnels qui parlent. S'il y en a un qui est au-dessus de moi, je ne suis pas d'accord. C'est les intérêts personnels qui parlent. Ouais. Mais non, Guy est un chef d'entreprise, donc voilà. Mais c'est vrai que souvent, c'est vrai qu'on a les bénévoles au-dessus. Un petit clin d'œil à tous nos bénévoles aussi qui sont à l'arrêt, qui sont aussi par passion. Mais c'est vrai que généralement, dans le dessus, on est bénévole. Vraiment, c'est très rare que des membres du comité perçoivent quelque chose. Personnellement, je ne touche rien du tout, évidemment, au président. 0 francs, au contraire, même on peut parler inversement. Mais aujourd'hui, un club qui est bien structuré, les bénévoles qu'on a un petit quelque chose. Il ne faut pas ne pas dire que si on tombe encore sur un rôle bénévole, mais vraiment dans le bon sens, qui est la bénévole gratuite, tout à fait gratuit. Ça n'existe plus. C'est fini, ça.
C'est un peu utopiste. Pour moi, chez moi, mes gars, ils ont une indemnité pour venir tracer tout le terrain, l'entretien, tout ça. Il y a une indemnité. Il y a un petit quelque chose. C'est pas avec ça qu'ils vont s'acheter une montre, une Rolex, mais il y a quelque chose. Le bénévole, moi, j'en ai plus chez moi, en tout cas. Est-ce qu'en tant que coach, quand vous arrivez dans un club, vous regardez justement, comme dit Guy, est-ce que le club est structuré, organisé ou pas? Bien entendu qu'on regarde tout ça. On le regarde en se taisant au début. Je crois d'abord, quand un entraîneur arrive dans un club, il doit d'abord apprendre. Le club n'est pas lui à imposer tout de suite. Donc c'est important. Mais quelque chose quand je parle de gestion pour un entraîneur, surtout de première, quand on parle financier, je prends un bête exemple, il faut tenir un groupe. Mais le problème, c'est que quand on parle financier, il y a des joueurs qui lâchent leur sang, mais des histoires comme ça. Mais quand le groupe de femmes, par exemple, qui est dans la buvette, apprend ça, vous croyez que c'est facile pour un entraîneur de tenir un groupe? Donc c'est tous ces soucis-là parce que c'est une bêtise que je vais te citer, mais c'est important pour tenir son groupe. Pourquoi est-ce que toi tu gagnes plus, c'est bon. Voilà. Mais ça, c'est un peu une hypocrisie des joueurs. On sait bien que dans une équipe, les salaires sont différents parce que un centre avant, voilà. Mais moi, je me rappelle quand j'étais président de club Orion, il y a des joueurs qui justement avaient découvert, parce que certains avaient des doubles primes. Mais je dis, mais quand tu prends un avion, il y a combien de prix, de billets différents dans un avion? Tu vas être à côté d'une personne qui a payé plus cher que toi et inversement. Donc, est-ce que c'est pour ça que tu vas pas prendre l'avion? Donc, parfois, c'est un peu la même farougie qui voilà. Mais disons, ils savent pas se taire. C'est ça le problème. Puis les joueurs le savent. On sait. Moi, j'ai joué à Namur avec des gars qui gagnaient 3-4 fois ce que je gagnais. Ils étaient professionnels. C'était normal. Personne dans le même. J'étais un Namurois, un gars du cru. Je jouais pour mon club. J'étais content d'être là en Détroit. Et il y avait des garçons comme Bojovic, par exemple, qui jouaient avec nous. On savait très bien qu'ils gagnaient plus que nous. On accepte, c'est comme ça, c'est la loi, c'est la loi du football. Bien sûr, il a joué en Division 1, il a fait une grande carrière et il vient nous aider en Détroit, c'est normal qu'il y ait une plus. Mais c'est à tous les niveaux comme ça. Vous êtes professionnel, je suis sûr qu'Anderlecht, je parle d'Anderlecht, Rezenbrink gagnait plus que les autres sur le terrain. Bien sûr. Je parle de Rezenbrink, qui est un cas exceptionnel à Anderlecht. Il avait plus, mais il apportait plus, beaucoup plus. Maintenant, est-ce qu'il apportait pour ce que il avait en plus? Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est des gestions dans les clubs. Le problème, c'est que tout le monde parle, c'est ça, dans les clubs. C'est le folklore du foot. Le mieux, c'est de se taire, de rien dire. On parle de chic, on parle de... Il y a un moment où on n'en sort plus, quoi. Et tout ça reste quand même... Il y a deux personnes importantes dans un club. Moi, c'est mon avis. Tout le monde est important, mais les deux personnes les plus importantes, au niveau, c'est le président en 1 et l'entraîneur en 2, qui s'occupe du sportif. J'ai bien dit, tout le monde est important. Il y a d'autres fonctions, mais vraiment les deux places les plus importantes, le président et l'entraîneur. C'est tout. Voilà. Et Jean-Marie Roux précise, je suis resté 9 ans au Real Hazard, 10 ans au RDC Coët, parce que c'est vrai qu'on a oublié qu'il est resté 10 ans au RDC Coët, et maintenant c'est la 8e année à l'UCE Liège. Voilà. Quel magnifique CV. C'est un CV extraordinaire. Voilà. Donc Jean-Marie, si tu veux postuler à Warham, t'as tous les critères, en fait. Vas-y. On parle du financier. Quand on achète des joueurs, quand on fait signer des joueurs, il y a deux types. Il y en a qui vont donner un gros fixe et des petites primes. Il y en a qui vont donner des grosses primes et un petit fixe. Est-ce que c'est pareil pour les entraîneurs? En général, non. En général, l'entraîneur est payé au fixe. Voilà. Quel que soit le résultat. Parce qu'il dirige, qu'il gagne ou qu'il perd. Voilà, il doit diriger le bateau. Mais c'est possible d'avoir des primes quand même complémentaires. Je donne un plus petit fixe et je donne des points. Ça le motive. Aux entraîneurs aussi? Oui. Mais il faut diminuer un peu le fixe, bien entendu. Et vous donner un peu plus au point. Parce que tout le monde est dans le même bateau. Ça donne des objectifs. Exactement. Moi, c'est mon avis. Ouais. Est-ce que ça ne met pas une pression? Non, pas spécialement. Non. Est-ce qu'il y en a, il y a encore des entraîneurs ou des joueurs, quand ils perdent, ils ne font pas attention à l'argent. Il y en a encore qui aiment le foot pour le foot. Par contre, il y en a qui... Oui, mais le président, je suis d'accord. Mais... il n'est pas convaincu. Ouais, pas convaincu, Guy. Vous savez comme moi, mais on peut en parler ici, vous savez comme moi qu'on va être contrôlé en national, en D3 et en D2, on va être contrôlé. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et en provincial, ils ne vont pas l'être. Regardez combien de joueurs des centres provinciaux. C'est pas moi qui... Regardez. Il y a des clubs de P3 qui donnent des sommes. Oui, on sait pourquoi. C'est parce que le club est à 100 mètres de mon domicile.
Ouais, pas sûr. Mais vu comme ça, oui. Moi, je lis la presse, hein, je lis les... Voilà. Si c'est pour mettre un règlement clair et net sur ce que les joueurs gagnent, et qu'on le fasse pour toutes les divisions, P3, P4, P2, PE, D3, D2, mais mettre des épées sur la tête des clubs en disant qu'on va être contrôlé, tout le monde sait qu'il va y avoir des contrôles, mais de toute façon, le juge ne trouvera pas, c'est clair, il ne trouvera pas tout ce qui a été volé par les managers jusque maintenant. Ça, il ne va pas trouver ça dans les petits clubs. Des sommes autant que ça. Mais dans les petits clubs, ce n'est pas facile à gérer. Maintenant, on va devoir se mettre avec ce nouveau système, le système qu'ils veulent mettre en route sur les taxations. Le gouvernement avait mis un système qui n'était pas trop mal avec les 6 000 euros d'amortissement pour tout ce qui était bénévole et encadrement. Volontariat, c'était 6 200 euros. Le travail associatif. Qui est tombé à zéro. Mais non, qui est prolongé cette année-ci en 2021. Non. Sauf que vous devez payer une partie honnête, ça se 10% pour le coach ou enfin le joueur, et 10% le club. Voilà. Donc vous avez une taxation de 20%. Donc c'est prolongé jusqu'à 2021. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau projet qui est en cours, et donc voilà, pour satisfaire aux critères. Je ne crois pas le projet, les 6 000 euros, c'était jusqu'au 31 décembre. Oui, mais ils ont regardé. Maintenant, ils ont sorti un nouveau raf-raf au gouvernement, comme toujours dans ces cas-là, et maintenant ils proposent que le club paye 10% et le joueur 10%. C'est ça. En attendant de sortir un nouveau règlement pour la fin de l'année. Pour satisfaire en fait à la Cour constitutionnelle qui avait annulé justement cette loi sur le travail associatif. Parce que ce serait bien qu'il y ait un comité qui débatte, une cellule sur ce sujet, parce que quand on voit que des entraîneurs, pour les cours d'entraîneurs, c'est qu'ils doivent payer. Moi, je veux bien qu'on dise que l'entraîneur doit payer 10%, le club et 10% le joueur. Et quand on voit ce qu'un entraîneur fait comme kilomètre, le nombre d'heures qu'il passe dans un club, je pense qu'un entraîneur dans un club de jeunes, il passe une dizaine d'heures par semaine, bas mot. Entraînement, préparation des entraînements, les matchs, les kilomètres. S'il veut passer un brevet, brevet UEFA 1, c'est entre 2 et 3 000 euros. Qu'on mette alors sur le tableau les recettes et les dépenses. Mais maintenant, il y a différents statuts, on va en parler, mais vous pouvez faire des frais réels aussi, donc il y a pas mal de choses. Je vois quand même que beaucoup d'entraîneurs ne cherchent pas l'information par rapport au statut fiscal. Et souvent, moi, j'ai des entraîneurs qui me contactent, je dis, mais écoute, oui, il y a le travail associatif, oui, il y a le bénévolat, mais il y a des limites, c'est normal. Mais maintenant, on peut pas, quand je vois des entraîneurs, pas des entraîneurs, dommage, mais des joueurs, ou même parfois dans la presse, on dit, ouais, ben voilà, j'ai eu 15 000 euros la signature. Ben non, on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est du noir, voilà. Non. Maintenant, qu'on travaille dans les bénévolats et que peut-être qu'on rehausse les plafonds du bénévolat, parce que c'est vrai que ça date quand même. Mais quand on voit les primes à la signature, pour moi, c'est scandaleux. Les joueurs, c'est 1 500 euros par an, plus à peu près, c'est 1 400 aidés, plus les frais de déplacement, 500 euros de déplacement. Ça donne 1900, allez, à quelques dizaines d'euros, 1970 euros par année, déductible. Voilà. Si vous le dépassez, tout est taxable. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est pour les joueurs. Les bénévoles, les entraîneurs, c'est un autre système. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est les frais réels. Ça, vous pouvez le faire. Alors, il nous reste 2 minutes. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion ? Quels sont les critères idéaux, finalement, dans le recrutement des coachs ? On a parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas. Voilà. Votre top. Allez, vous demandez un podium de 3 critères. Passant du 3e jusqu'au 1er. Bon, je sais bien que Michel va nous dire le leadership. C'est moi qui dois commencer. Ouais, Michel. Déjà un entraîneur qui a une aura, un leadership, clairement, ça c'est sûr, qui a la connaissance du football, donc qu'il ait soit le diplôme ou soit l'expérience du terrain. Et la 3e, quelqu'un qui, comme dit Henri, gère son groupe, a un impact sur son groupe. Un manager. Ça, c'est important. Voilà, bon, je reviens toujours. Le président aime bien, c'est la passion. La passion, super important. L'envie et, je dirais, le diplôme. Je crois que le diplôme est important. Je peux juste préciser quelque chose. Vas-y, vite. Passion, moi je trouve ça tellement essentiel que je n'en parle même pas. Oui, mais c'est la base. Voilà. Ouais, mais bon, il y a d'autres qui ont d'autres. Guy, pour toi. Moi, même chose. C'est avoir un entraîneur qui est
professionnel au maximum dans l'amateur, qui a des compétences, évidemment, des bonnes compétences, beaucoup de psychologie, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus à la baguette comme on faisait il y a 20 ans. Il y a 20-30 ans, quand tu roules sur l'entraîneur, tu avais un pied dans le pétard. Aujourd'hui, il faut beaucoup parler, beaucoup de psychologie. Pour moi, c'est le plus important pour amener les joueurs au sommet, parce que les entraîneurs doivent gérer de plus en plus les parents. Surtout dans les jeunes. Les parents pensent toujours que leur fils c'est un futur hasard, mais il y a quand même des joueurs qui sont là et les entraîneurs doivent être particulièrement psychologues avec les parents et apprendre aux joueurs le football. Voilà, Julien, ton regard par rapport à moi, ces 2 heures ce d'émission. que je retiens, c'est que c'est la passion, la gestion de groupe, et puis après il y a le diplôme, mais bon, ça, il y a 2 écoles, on va dire. Voilà. Alors, je vous remercie pour ces 2 heures que tu as assez animées, assez constructives. Il y a eu pas mal de choses qui ont été discutées. Et alors, on se retrouvera le mois prochain. On n'a pas encore défini le thème de la prochaine émission. On se retrouve tous les derniers mercredis du mois. Alors, dans l'actualité de la CEF, il y a une émission CEF TV samedi matin que vous pouvez voir sur YouTube ou sur notre page Facebook sur est-ce qu'il faut augmenter le nombre de remplacements dans le football amateur. On sait que ça a été fait au niveau professionnel, mais voilà, le club de Vaux-sur-Sur dans la province du Luxembourg a écrit un courrier au CP de Luxembourg en demandant d'étudier la chose parce que les joueurs, cette saison-ci, n'ont pas beaucoup joué. Donc, ils ont une crainte qu'il y ait des blessures, plus de blessures l'année prochaine. Et donc, en disant, si on fait un roulement, comme ça, au niveau de l'équipe, il y aura peut-être on peut préserver certains joueurs. Donc, voilà, ça, on en discutera, avec aussi l'initiateur du projet. On aura aussi, notre webinaire qui remplace notre colloque annuel. À cause du Covid, on ne peut pas se rassembler. Et donc, on aura un webinaire le 29 mars, le lundi 29 mars, sur la visio de formation. Voilà, grand thème. Et avec ça, dans la foulée, des journées d'entraîneurs au mois de juin et au mois d'août. Et on espère que là, ce sera en présentiel. Voilà, je remercie aussi tous nos auditeurs. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.